Bon, bah, en tout cas, petit stream avec Cryptomage. C'est avec plaisir qu'on se retrouve tous ensemble pour un dimanche, j'allais dire soir, on va dire dimanche 18h, pas encore le soir, pas encore nuit, et avec quand même un programme relativement chargé, je crois. Si je dis pas de bêtises, monsieur Mage. Eh ben écoute, on a prévu de parler des airdrops. C'est pas trop si ta Oui. communauté, elle est encore à fond là-dessus, elle farm les airdrops, elle est sur Layer 0 et tout ça. Mais c'est un petit peu le sujet du jour et on va regarder comment on va pouvoir parler un petit peu de ça. Et en même temps, on va voir toi un petit peu plus au niveau de l'attaque. Et du coup, moi un petit peu toute Ouais. la partie, comment on va creuser, chercher des choses, etc. Bah oui, parce que du coup, en fait, dans le sujet, c'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on farm un airdrop, généralement, on a tendance à s'intéresser à tous les projets qui sont dans une tech, comprendre comment ça fonctionne et surtout utiliser. Et il y a le côté spéculation qui rentre dedans, oui, mais en même temps, il y a tout le côté tech et tout le côté, bah, je suis obligé de m'intéresser à ce qui se passe. Et je pense que c'est super intéressant. Et c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Alors, a priori, on t'entend moins bien. Alors, je vais Alors, voir si c'est pas moi qui est pas, si je peux pas booster un petit est-ce peu que le tu son. peux Bougez booster, ouais, peut-être un pas. petit peu chez toi? On va voir ça tout de suite. Sinon après, je peux me rapprocher du micro. Y a pas de souci. C'est vrai que t'es dans les -20, t'es pas. Tic, tic, tic. Propriété audio avancée. Bougez pas. On va amplifier tout ça. Ok, On bah a va priori, mettre. chez moi, c'est good le son, hein. Ok, je vais mettre 7 en plus. Vas-y, En fait, parle. Fais Mitage, un le son, petit. il est des deux côtés en même temps parce qu'il fait aussi un live de son côté. Et donc, c'est pour ça, c'est un petit peu tricky, tu vois, d'avoir le son qui est bon des deux côtés. Bon, bah là, je viens de booster un petit peu. Normalement, ça doit être un petit peu mieux. J'ai rajouté, allez, on va dire 10-15%, donc on devrait être pas mal. Ok, bah parfait. Bah, du coup, ce qu'on voulait vous proposer dans ce live, dans ce double live, c'est partager un petit peu nos expériences, se présenter, parler des airdrops, parler de la spéculation, parler de l'impact des airdrops dans la tech et l'avantage d'avoir des airdrops quand on veut s'intéresser à un écosystème. Et après, on répondra un peu à les questions. Et puis, de toute façon, voilà, on a décidé qu'on le faisait un peu comme ça pour voir ce que ça donnait. Et donc, ça va être un live en live. Voilà, tout simplement, qui est un peu le principe. Ouais, bah écoute, sans vraiment grosse guideline, juste discuter, voilà, sur les différents sujets. C'est ça. J'ai parlé un petit peu, je sais juste qu'on avait parlé, qu'on allait discuter un petit peu de l'airdrop de Jupiter qui est arrivé il y a pas longtemps. Et sinon, après, on C'est va ça. partir un petit peu sur tout ce qui est tech, airdrop, etc. On va peut-être commencer par se présenter. Je te laisse la primeur. Oh, merci, c'est gentil. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Mage, on va dire. Mage, qu'est-ce qu'il fait? Mage, son job à l'heure actuelle, on va dire, c'est de chasser les airdrops. En tout cas, c'est mon activité principale, c'est quasiment tout ce que je fais sur la blockchain. Et j'optimise mon activité sur la blockchain pour être éligible au maximum d'airdrops possible. Ça veut dire faire pas mal de choses sur la blockchain, parfois faire des transactions dans le vent, et surtout, très souvent, ça veut dire faire beaucoup de recherches pour savoir en fait avec quoi tu vas interagir, ce que tu vas faire, etc. Et si tu fais pas des trucs dans le vent, parce que très souvent c'est possible de savoir si tu vas faire un truc dans le vent, si c'est quelque chose qui sert à rien, ou si c'est quelque chose qui peut potentiellement être intéressant. Évidemment, on est dans des trucs qui sont, on est dans des probabilités. C'est un petit peu comme la sécurité, tout ça, tu peux jamais être sûr de quelque chose. Mais l'objectif, c'est du coup de couvrir le maximum de terrain, en tout cas le terrain qui est adapté en fonction de ton profil, j'ai envie de dire, et avec ça, du coup, de chasser les airdrops. C'est grossièrement le sujet principal de la chaîne, parce que j'ai une chaîne YouTube, du coup, pour ceux qui savent pas, dans laquelle on regarde pour chasser les airdrops, et c'est plein de guides sur plein d'airdrops différents avec mes stratégies et ce que j'utilise. Voilà pour la petite présentation. Pour ceux qui voudraient peut-être savoir, j'ai commencé, le premier airdrop qui m'a vraiment attiré, c'était au niveau d'optimisme. Et quand je me suis rendu compte, enfin, je l'ai pas chopé celui d'Optimisme, mais j'ai eu l'information un petit peu a posteriori. Ça a fait pas mal de marketing. C'était l'airdrop d'Optimisme, c'était juin 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et je l'avais loupé. Je n'étais pas allé sur Optimisme, j'avais un petit peu la flemme. C'était un airdrop qui était tombé très rapidement pour un airdrop de Layer 2, euh, par rapport aux standards qu'on a aujourd'hui. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être un créneau à jouer là-dessus quand tu vois que plusieurs personnes qui ont fait 4-5 transactions sur la blockchain, ils ont chopé plusieurs milliers de dollars. Tu te dis qu'il y a quand même peut-être un créneau. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis vraiment lancé et que j'ai commencé à être très actif là-dessus.
Voilà pour ma petite présentation. Je te laisse te présenter toi aussi. Yes. Bah moi, je m'appelle Cryptolyse, donc pareil, j'ai une chaîne YouTube. Moi, c'est un petit peu différent. Je chasse pas les airdrops du tout. Je suis plus sur du trading de l'investissement et de l'analyse technique sur des cryptos. Moi, je viens d'un passif dans lequel j'ai fait pas forcément d'études financières, mais je me suis toujours intéressé depuis très longtemps sur l'étude financière. Et en 2010, 2011, 2012, j'avais fait beaucoup de trading, notamment sur du Forex, dans lequel je me suis énormément formé et j'ai fait énormément de concours de trading à cette époque-là sur MetaTrader, les concours MetaTrader, qui étaient la grande norme à l'époque, et dans lequel je fais beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ce que j'aime faire actuellement. Et j'ai lancé une chaîne il y a 2 ans sur l'impulsion de ma femme qui en avait marre de m'entendre parler de blockchain et de crypto et qui m'a dit, bah tiens, si tu parlais de ça à des personnes à qui ça pourrait intéresser, du coup, j'ai créé la chaîne Cryptolyse il y a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, c'était en novembre 2021, 27 novembre 2021 exactement. Et le but de la chaîne, à proprement parler, c'est de vous donner un maximum d'informations, que ce soit sur la macroéconomie, sur les news crypto, sur la partie technique pure, donc analyse technique et trading, ainsi que la découverte de projets et revenir sur l'actualité des projets pour comprendre l'impact que ça a sur la partie fondamentale et technique pure, avec un passif. J'ai un passif de développeur, donc forcément, ça aide aussi dans la compréhension des projets. Donc voilà, c'est une version très succincte. Et c'est toujours avec plaisir qu'on rencontre des personnes comme Cryptomage, de voir ce qu'ils font, comment c'est effectué. Et c'est vrai que c'est un monde qui est totalement différent, le airdrop. Pour la petite histoire, moi j'ai un petit passif en airdrop et qui est vraiment très léger. Parce que les 3 gros airdrops que j'ai fait, notamment le plus gros que j'ai fait, c'est Arbitrum, qui était un petit peu par hasard parce que je cherchais justement euh, moi de mon côté à chercher des pépites sur Arbitrum et notamment les grosses pépites que j'ai réussi à récupérer, ça a été euh, Camelot, ça a été Pundle notamment et RDNT. Mais c'est en se positionnant sur ces éléments-là que en fait on se rend compte que l'airdrop est quand même relativement intéressant à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne et qu'on a le temps pour pouvoir le faire parce que ça prend quand même pas mal de temps. Voilà au niveau de la présentation. Ok, et bah écoute, impeccable. Il me semble qu'on voulait parler du Alors, coup de l'airdrop de Jupiter un petit peu pour ouais, lancer le c'est sujet. ça. Voir un petit peu ce que c'est parce que Ou peut-être même expliquer le les concept airdrops, des airdrops, je sais pas ouais, si c'est tout ce le que monde j'allais dire. est au point là-dessus. Juste, ouais, rappeler ce qu'est un airdrop, ce serait top. La version très courte que les gens aiment bien utiliser, c'est que c'est de l'argent qui tombe du ciel pour avoir fait d'autres transactions. En réalité, c'était peut-être ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. En fait, c'est tout simplement quand tu lances un projet, au bout d'un moment, tu vas être rentable sur ton projet et tu vas chercher à tokeniser. Donc la strat en 2017, c'était de faire des ICO. En 2021, c'est plutôt de faire... pardon, 2024, le temps passe. La strat, Eh oui. c'est plutôt de faire des airdrops. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui est attendu de la majorité des projets. Et un airdrop, c'est tout simplement des jetons qui sont du coup envoyés vers plein de wallets différents qui ont déjà interagi avec différents projets. Ça peut se faire, enfin, il y a des airdrops sur à peu près tous les types de projets qui existent, que ce soit des marketplaces là où tu fais du trading des NFT, que ce soit des layer 2, que ce soit des projets de DeFi ou même des perfs là où tu vas pouvoir faire du coup du trading. Donc c'est vraiment un socle assez large, j'ai envie de dire, et c'est quelque chose qui te pousse en fait tout simplement à apprendre comment fonctionne la DeFi, comment interagir sur la blockchain, etc. Les récompenses sont évidemment pas dues, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont tu es sûr à 100% à l'instant T quand tu vas commencer à Même faire tes jamais, ouais. transactions sur Arbitrum, par exemple, comme tu Mm. l'as dit. C'est quelque chose qui est un petit peu secret, hein, parce que si tout le monde savait que si tu fais tant de transactions, tu as tant de points, ce qui correspond à tant de dollars, alors évidemment que ce serait extrêmement dilué et que tout le monde se positionnerait dessus. Mais c'est ça ce qui fait un petit peu le charme de venir chasser les airdrops, en fait, c'est une activité incertaine. Alors, je te coupe rapidement pour une petite question de Yanis qui me demande comment les trouver. Bah déjà, j'ai 2 réponses pour toi. Un, tu peux t'inscrire à la chaîne de Cryptomage. Et deux, je crois que si je dis pas de bêtises, tu as une super newsletter que je suis moi-même, d'ailleurs, que j'aime beaucoup lire, dans lequel il revient sur pas mal de choses, que ce soit sur les airdrops en cours, sur les airdrops qui arrivent, sur les stratégies qu'il a, et la façon dans laquelle il gère tout ça. Je vous la drop dans
la discussion dans le chat de façon à ce que vous l'ayez, si ça vous intéresse, vous inscrire. Tac. Impec, merci. Mais ouais, si Juste, la je voulais question rebondir c'était sur, du coup sur cette... de Vas-y. chercher, de savoir comment tu les trouves, la première étape c'est déjà de chercher des projets qui n'ont pas de jetons en fait. Parce que finalement, un airdrop, très souvent, ça va être des projets qui n'ont pas de jetons. Aujourd'hui, ça commence à changer. Il y a de plus en plus de projets qui commencent à se tourner vers les airdrops, qui se rendent compte que c'est un super bon outil marketing. Et donc, même Ouais. s'ils ont déjà un jeton, ils ont une partie de la supply, si tu veux, qui est dédiée à la communauté, etc. Très souvent, c'est extrêmement opaque et on sait pas trop ce qui se passe de ce côté-là. On sait juste qu'il y a des fonds qui sont utilisés pour la communauté. Euh, Alors ça, si tu veux, on peut en discuter. et Parce ça, c'est que, des fonds qui peuvent être reconvertis d'une certaine façon de temps en temps en airdrop. Même ouais. si c'est pas forcément Alors, toujours très clair au départ. justement, c'est intéressant de revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que les airdrops ont beaucoup changé. Avant, c'était une forme de remerciement. À l'origine, vraiment, en fait, la conception des airdrops, c'était remercier ceux qui testaient le réseau. C'était vraiment ça. C'était le fait que c'était en testnet. Il y avait besoin d'avoir des transactions pour pouvoir vérifier est-ce que tout ce qui avait été programmé, tout ce qui a été mis en prod, fonctionnait correctement, est-ce que les réseaux tenaient la charge, est-ce que ça tenait les transactions, et forcément, ça prenait du temps, ça prend toujours du temps de faire ça, et c'était une forme de remerciement pour faire. C'est le même principe que quand vous développez un logiciel, vous avez besoin de tester ce logiciel-là. Eh ben, en blockchain, c'est le même principe. Bah, il faut qu'il y ait des personnes qui utilisent les briques qui ont été mises en place, les flux de transactions, et les airdrops servaient principalement à remercier ces personnes-là à effectuer. Et comme l'a dit justement CryptoHash, c'est quelque chose qui a grandement changé parce que maintenant, c'est devenu un outil marketing très fort et de création de communautés. Et la notion d'airdrop à proprement parler, quand on réfléchit en termes de business pur sur une blockchain ou même sur un protocole, le token en lui-même, c'est le moyen de lever des fonds, déjà dans un premier temps, parce qu'il y a la notion de VC qui va rentrer, de seed et de pre-seed, donc qui sont des moments d'investissement où des personnes vont investir dans le projet et vont récupérer une partie en token. Et à côté, il va y avoir une autre partie qui va être aussi récupérée par les frais générés par ceux qui vont farmer les airdrops et ceux qui vont tester. Ça coûte de l'argent, je pense que Cryptomash va expliquer un petit peu ça après, mais ça coûte de l'argent de faire des transactions, et surtout quand on veut commencer à farmer des airdrops, on va peut-être le faire sur 1, 2, 3, 4 wallets, voire même peut-être plus, voire moins, mais on veut peut-être aussi plus de volume de transactions, et ça a un certain coût, et ce coût-là est récupéré par le protocole en lui-même. Donc ça lui permet de générer des revenus. Et ces revenus-là en face vont être valorisés auprès d'un board ou d'un semi-board pour pouvoir lever peut-être plus de fonds derrière. Et on va en parler après sur des trucs qui sont un peu aberrants, comme on peut le voir autour du liquid staking ou autour de trucs comme Blast. Je pense qu'on fera peut-être une aparté dessus, parce que c'est quand même un peu foutage de gueule. Mais on a cette dynamique-là de l'airdrop est un moyen supplémentaire de créer des transactions et de valider aussi une communauté autour de l'utilisation de l'écosystème. C'est-à-dire que, comme l'a dit Cryptomash tout à l'heure, en effet, globalement, vous payez la création d'une communauté. Les gens qui utilisent votre protocole vont connaître votre protocole, ça va créer des discussions, ça va créer des vidéos autour, on va avoir un effet de FOMO qui va se mettre en place, et au lieu de payer une agence marketing pour faire des posts, etc., etc., bon, investir de l'argent, en effet, peut-être déjà qui était prévu dans la tokenomics, soit peut-être dans la communauté ou dans le marketing, il y a une partie qui va être allouée dans une forme d'airdrop, donc qui vont être droppés à la communauté. Et au lieu de payer directement, ça a fonctionné comme ça. Et du coup, ça marche plutôt bien, a priori. Sinon, ça aurait déjà été arrêté depuis un paquet de temps, j'imagine. Ouais. Si Puis en plus, c'est vrai l'expérience qu'il y a n'était un pas engouement qui est concluante. malade, hein. Ouais. Ah, ça a beaucoup L'engouement est vraiment changé malade, après. hein. C'est sûr qu'au début, si tu veux, dans les premiers, je vais dire un petit peu le premier qui est. C'est pas le premier airdrop, hein, évidemment, il y en avait d'autres avant. Mais le premier qui est un petit peu marqué et qui, du coup, je vais dire, fait passer un petit peu le truc dans l'ère moderne, les airdrops tels qu'on les connaît, c'est-à-dire tu fais des interactions on-chain et t'as peut-être une récompense, c'était l'airdrop d'Uniswap. J'ai plus la Ouais, date tout à fait. exacte, je crois que c'était vers 2020 ou 2019. Et Ouais, du coup, bah, je crois que c'était c'était 2019. 2019, ouais, Mi-2019. mi-2019. Ouais. Je crois aussi ouais, qu'il est relativement ancien. Et c'était relativement simple, en fait, il suffisait d'avoir plus d'une transaction sur Uniswap. Voilà, c'est ça la condition.
Tu regardes aujourd'hui à quoi ça ressemble les bornes de conditions sur certains airdrops, c'est des trucs de 5-6 pages avec avoir fait ci, avoir fait ça, nombre de transactions, avec des critères en et, des critères en ou, etc., qui font que c'est plus complexe. Et ça aussi, dans ce sens-là, ça a pas mal évolué. Après, c'est un petit peu comme tout, j'ai envie de te dire, hein. Il y a vraiment tout qui évolue dans l'industrie. Et au fur et à mesure, ben, il y a certaines choses qui vont évoluer dans le bon sens pour les utilisateurs, d'autres plutôt dans le bon sens pour les projets. Et je pense qu'on va encore avoir de grosses évolutions qu'on va pouvoir venir voir au niveau des airdrops. Et il y a des nouvelles expériences en permanence et on est en train de le voir, on est en train de le vivre en direct en ce moment avec un petit peu ce qu'on pourrait appeler la saison des airdrops. Parce que si tu suis un petit peu Twitter, Ouais. je pense que n'importe qui suit Twitter en ce moment, Twitter, pardon, pas Twitter, mais les airdrops, t'es obligé de les voir en fait. C'est un outil de marketing, comme on le disait tout à l'heure, que même si tu suis pas forcément le projet, ça va faire énormément de bruit entre les personnes qui sont sur Twitter, qui vont faire des threads, les personnes qui vont faire des vidéos, etc. sur le sujet, que au final, t'es quasiment obligé d'entendre parler du projet. Et en plus, quand tu rajoutes la couche de valorisation en disant, et je pense que vous l'avez tous vu sur Twitter, des tweets de ce style-là, tu as loupé, Tia, tu as loupé Arbitrum, tu as loupé Jup, mais t'inquiète pas, tu vas pas louper celui-là. Enfin, vous allez avoir vachement ça qui arrive, dans lequel on essaie d'appuyer sur la partie psycho, un petit peu FOMO, le fait de se dire, mais j'ai loupé l'opportunité, mais je vais pas louper les autres. Et ça arrive systématiquement. On va avoir un gros airdrop, on va avoir toute une série de trucs comme ça, et ce sont généralement des opportunistes. Alors que quand on regarde des personnes qui chassent vraiment tout le long, comme c'est le cas sur Cryptomage, on voit qu'on a une forme de continuité du contenu qui est produit, et il n'y a pas cette forme-là de bah tiens, je te produis un contenu parce que c'est le bon moment, c'est la saison. Oui, c'est une saison parce que actuellement, il y a eu, je pense, un apport de liquidité sur le marché qui a été conséquent sur les 3-4 derniers mois. On a une forme de hype qui s'est montée autour de Solana, on va pas se le cacher aussi. Ça a beaucoup, beaucoup joué. Et à côté, cette liquidité-là, à un moment donné, il faut bien qu'elle redescende. C'est-à-dire que il y en a qui ont énormément levé sur 2023. Et donc forcément, on va avoir une redistribution qui est en train d'avoir lieu et que beaucoup surfent sur la vague euh, qui est actuellement. C'est pour ça qu'on voit toute une série qui sont en train de sortir. Le dernier, en effet, c'est Jupiter. Enfin, c'est Jup, une jupe pour les intimes, Ouais, ouais, ouais. qui est une caractéristique vraiment classique du marketing pur airdrop que l'on peut connaître. Pour en briller un petit peu sur Jupiter, Jupiter, du coup, qui a eu lieu très récemment, c'est un truc dont on a l'information que ça allait avoir lieu depuis novembre. On a eu l'information qu'il y a eu une snapshot. Pour ceux qui savent pas, une snapshot, c'est tout simplement une photo de la blockchain. Et à partir de cette photo, en fait, on va faire les comptes et on va regarder telle adresse a fait telle transaction sur telle blockchain. Et du coup, on peut faire des stats avec ça. On peut savoir, par exemple, combien de volume tu as réalisé sur un projet. Ici, par exemple, sur Jupiter, du coup. Et cette snapshot-là, du coup, c'est le moment à partir duquel, en fait, interagir avec le projet pour tel airdrop. Si tu le fais après, bah, ça sert plus à rien parce que la photo a été prise. Et c'est vraiment l'objectif d'auto-positionner avant la snapshot sur les projets. Donc, c'était à ce moment-là. Les critères pour Jupiter, c'était globalement d'avoir utilisé Jupiter. Du coup, avant cette fameuse date du 1er novembre Mhm. 2023. Et pour le coup, c'était assez... je sais pas si on peut dire compliqué, parce que c'est relativement simple d'utiliser Jupiter. Je veux dire, il suffisait de faire un swap. Mais par contre, si tu voulais choper quelque chose d'intéressant, tu devais être quelqu'un d'actif sur Solana. Ouais, Parce que c'était vraiment, en fait, la période avant le 1er novembre, j'ai regardé les cours, c'est quand Solana était en dessous de 40 $. ouais, c'est ça. Il y avait pas grand monde sur Solana quand Solana était en dessous de 40 $. Pour dire, c'était vraiment les gens qui sont restés pendant tout le bear sur Solana, qui ont pu choper, qui ont pu vraiment profiter de celui-là à fond, je pense. Et, et ils ont totalement raison de récompenser les personnes qui sont restées sur leur blockchain pendant toute cette période-là. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Que aujourd'hui, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai jamais utilisé. Enfin, si j'avais fait quelques transactions avant, j'ai pas eu grand-chose à l'airdrop de Jupiter. J'ai eu le plus petit tiers. J'avais fait une quête avec Layer 3. Alors que moi, je suis pas un grand fan de Solana, mais je commence à l'utiliser en ce moment parce que je vois de plus en plus de choses dessus. C'est honteux.
Et en fait, ben avec ça, si tu veux, j'ai pu choper du coup le premier tiers, c'est vraiment le tiers le plus basique. J'ai fait 3 centimes de swap dessus, c'était vraiment juste pour tester Jupiter, pour tester Solana, voir comment ça fonctionne. Et c'était le tiers minimum, ils ont fait un truc assez sympathique pour tout le monde. Et à l'heure actuelle, je sais pas, ça doit faire 110 dollars à peu près avec le cours actuel. Et par contre, pour les personnes qui étaient vraiment actives sur Solana, ont fait beaucoup de transactions, enfin surtout du volume, pas forcément le nombre de transactions, les personnes-là Mm. ont pu récupérer des choses qui étaient bien plus intéressantes. Et il me semble que On les parle de plus combien? gros... C'est difficile à dire, il me semble que la plus grosse allocation pour un wallet simple, il me semble que c'était entre 100 et 200 000 Jupiter, ce Ouais, qui d'accord. fait entre 50 000 et 100 000 dollars, mais c'est vraiment les plus gros, si tu veux, c'est vraiment pas grand monde. Ouais, c'est minime. Ouais. C'est vraiment pas grand monde. Et le plus gros dégénéré, mais ça, c'est vraiment. C'est vraiment un cas particulier qui avait 9600 wallets. Je sais pas comment il a fait ça. Lui, il avait récupéré 1 million, 1 million, 1 million 1. Ouais, après, ça, c'est de l'automatisation, hein. Je veux dire, derrière, t'as des bots et des Ah oui, scripts, oui, c'est pas bah, des ça gens comme tourne. nous, c'est vraiment Ouais, des ouais, pensez pas que c'est développeurs quoi, quelqu'un avec. qui Ouais, bossent ouais, là-dessus. Ouais, non, 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 c'est super c'est pas un important. individu. On est d'accord là-dessus. Et oui, comme disent certains, ouais, ça sent l'insider. Parce que comprenez bien qu'en plus, dans cette typologie d'airdrop, ce qui est intéressant de voir, c'est que enfin, personne ne sait qu'il va y avoir un airdrop, ou en tout cas, c'est pas officiel. Peu de personnes qui le savent. Et à partir du moment où c'est validé, c'est-à-dire qu'il y a l'airdrop et que le snap il a été fait, on va avoir un afflux de volume colossal qui va arriver sur le protocole de ceux qui pensent que potentiellement ils peuvent continuer à farmer. Parce que c'est vrai que dans de très rares cas, je crois que je me souviens que c'est arrivé une fois, où en effet ils avaient fait un deuxième snapshot, mais qui était sur des tiers qui étaient encore en dessous. Mais donc du coup, les personnes viennent faire des swaps, et donc du coup, ça crée une forme de hype encore plus grosse, ça crée du volume autour de Jupiter, et derrière, ça va favoriser les commissions qui sont récupérées de swap pour ceux qui stack ou pour ceux qui donnent de la liquidité directement à l'exchange ou à tout simplement l'exchange en lui-même. Yes, Et donc, l'échange, il c'est vrai prend que un c'est petit une hyper, pourcentage sur hyper hype. chacun sur chacun des swaps. Et du coup, il y a évidemment toutes les personnes qui vont venir déposer de la liquidité dessus, donc les fameux LP, qui prennent aussi un pourcentage sur chaque swap. Compliqué ce soir. Et du coup, pour celui-là, en fait, c'est pour ceux qui savent pas, Jupiter, c'est un agrégateur. Hein, le job d'un agrégateur, c'est tout simplement, en fait, il n'y a pas de liquidité sur Jupiter Ouais, directement. Jupiter, son job, c'est tout simplement de venir te rediriger et te dire le chemin le plus simple pour obtenir le plus d'argent pour le swap que tu veux faire. Ça va être de faire passer, je sais pas, 50 dollars dans la pool qui est sur Meteora, 50 dollars dans la pool qui est sur Radium, etc. Lui, il va te proposer la transaction et toi, donc, tu vas gagner sur le swap et eux, en échange, ils prennent un petit pourcentage de frais. Je sais pas exactement voilà. à combien il est le pourcentage sur Jupiter, mais en général, c'est des trucs Ça extrêmement reste faibles très sur les faible. agrégateurs. C'est de l'ordre de 0,02%, quelque chose comme ça. Et à savoir que dans tous les cas, vous y gagnez, hein. C'est-à-dire que comprenez bien que quand un agrégateur vous propose une route, généralement, vous allez y gagner, que ce soit sur les frais de transaction, que ce soit sur les frais de swap, ou que ce soit même sur les écarts d'arbitrage qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que peut-être sur une pool, vous allez avoir un échange avec peut-être 0,001% en moins sur le prix en fait du token, et quand on ajoute tout, en fait, vous allez avoir une grosse valeur. Si vous voulez avoir un équivalent sur le VM qui marche très très bien, je vous conseille deux choses. C'est un One Inch, par exemple, donc qui est très connu, qui fait toutes les EVM. Et ensuite, on va avoir Paraswap, qui est aussi très bien. D'ailleurs, petite particularité de One Inch, et il n'y en a pas beaucoup qui le font, et c'est très important, surtout quand on va arriver en phase de bull run, parce que ça, vous allez vraiment le sentir passer les frais. One Inch permet de pouvoir faire disparaître, en fonction du volume que vous faites sur lequel vous faites un swap, faire disparaître les frais. C'est-à-dire qu'ils ont une méthodologie qui est l'équivalent d'un ordre limite, qui permet de faire un ordre où vous ne payez pas de frais. Et ça, c'est très important, et c'est une des particularités de OneInch, en fonction de l'ordre que vous faites. Alors après, je crois qu'il faut faire un minimum de 200, enfin, il faut que ce soit un swap de 200 euros, je crois, quelque chose comme ça, 200 $, Donc, je ou un t'avoue, petit Annie, peu je moins, l'utilise 150. pas trop, donc j'ai pas vraiment en tête ce qu'ils ont comme feature à ce niveau-là. Ah, c'est OneInch, moi, c'est ce que j'utilise quand je fais des échanges en off market. Généralement, j'utilise directement OneInch, et il va systématiquement me choisir. Bon, il va taper, on va pas se cacher toujours dans les pools Uniswap, mais
systématiquement, en fait, je paye zéro frais même si je suis sur Ethereum. Et ça, c'est super important parce que, par exemple, tu veux déstaker tes Ethereum qui sont en STETH, par exemple. Bah, au lieu d'aller sur Lido, bah, tu vas pas aller sur Lido, tu vas aller sur OneInch et tu vas vendre tes STETH et ça va te coûter zéro. Donc, c'est un gros avantage, ça te permet d'économiser quand même beaucoup de frais, surtout quand tu seras en boulot. Ouais, effectivement, ouais. Après, les frais, c'est un petit peu le nerf de la guerre, on va dire. Ouais, bah d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on discutait, tu m'avais dit que beaucoup de frais quand on fait des swaps, ce qui est annoncé sur MetaMask, c'est pas du tout les frais que vous payez sur les swaps, notamment sur Scroll. On avait parlé de Scroll, je crois, Ouais, sur c'était ZK. sur Scroll dont on avait parlé, ouais. Sync aussi. Ouais. Oui, il faut faire Et gaffe ce est-ce que que tu tu vas ouais. avoir affiché là-dessus, oui. Un MetaMask, si tu veux, il est très mauvais pour estimer les frais. En gros, c'est ça. Un MetaMask est très mauvais pour estimer les frais. Il va t'afficher généralement plus que ce que tu vas payer. En fait, tu as une certaine tolérance quand tu passes ta transaction. Tu dis, je veux la passer à tel Gwei, plus ou moins une certaine tolérance. Et donc, en fonction du Gwei réel, il va venir s'adapter, quoi. Mais sur certaines blockchains, ça fonctionne pas vraiment comme ça et tu vas venir payer plus cher que ce que tu pourrais payer. Je pense notamment à tout ce qui est optimisme stack, qui peut Ouais. être optimisé si tu t'amuses à régler toi-même en fait les frais de transaction. Et ça, c'est un truc très simple, ça fait peur parce qu'il faut toucher aux frais de transaction. Mais en réalité, c'est un truc très simple. En fait, quand tu fais passer ta transaction, juste avant de la valider, t'as un petit encart qui te dit les frais, tu vas les faire passer. T'as le paramètre par défaut, c'est le paramètre moyen. Voilà, c'est MetaMask qui calcule, il estime que tu dois payer tant. En fait, si tu cliques dessus, tu vas avoir une interface qui va te permettre de pouvoir faire soit en vitesse lente, donc tu vas payer moins, ta transaction, c'est pas sûr qu'elle passe tout de suite, soit le normal, celui qui est utilisé au départ, soit le rapide, là où tu vas payer un petit peu plus, et normalement ta transaction est censée passer plus rapidement. Et tu as une autre petite case qui s'appelle Custom, et là en fait tu peux paramétrer tes frais de gaz. Alors, le faites pas sur n'importe quelle blockchain parce que si tu commences à faire ça et que tu sais pas vraiment ce que tu fais, tu peux bloquer des transactions et ça peut être un petit peu embêtant à enlever si tu sais pas ce que tu fais. Mais sur des blockchains comme par exemple Zora, comme par exemple. Alors, non, pas sur Base. Base, ça fonctionne pas mal. Sur quoi d'autre je l'avais encore réglé. Sur Zora, je crois sur Mode aussi, ça fonctionne bien avec ça. En fait, tu peux régler tes paramètres et tu vas payer bien moins Surtout. cher que ce que tu aurais payé avec MetaMask. C'est des paramètres, en fait, tu vas Ouais. venir les baisser artificiellement et la façon dont ça fonctionne, ça va faire en sorte que ça va s'ajuster au bon niveau. Je sais que, ouais, ça fonctionne Mais particulièrement bien sur Zora, ouais, effectivement. Où après, tu pour peux expliquer un passer petit peu au niveau des de transactions, 20, tu peux passer des transactions au lieu de 20-30 centimes de ta transaction à des 0,05 par exemple. ouais, ça joue beaucoup, surtout quand tu fermes des airdrops. Pour Ouais, expliquer un petit peu juste les transactions et pourquoi on parle de bloquer les transactions, il faut comprendre que la blockchain, c'est transaction après transaction. D'accord? C'est-à-dire que quand vous faites une transaction, la précédente attendra que la première soit exécutée. Et si jamais vous mettez vos frais qui sont soit trop bas, ça veut dire que la priorité de cette transaction sera tellement basse qu'elle ne sera jamais ou très tardivement traitée par la même pool, donc par le cycle de validation de la blockchain en elle-même. Donc ça sous-entend que quand vous jouez avec ça, vous devez être capable de pouvoir débloquer vos transactions. Et en fait, pour débloquer une transaction, c'est assez simple dans le concept. Il faut l'appliquer, c'est un petit peu plus qu'on n'a pas l'habitude. C'est de faire passer une transaction avant la première qui est bloquée. Donc, c'est-à-dire qu'on va bidouiller, on va dire, MetaMask pour lui faire croire qu'on envoie une transaction avant celle qui a été envoyée bien avant. Et on lui met le maximum, en fait, non, pas le maximum, en tout cas, on augmente les frais de façon à être sûr qu'elle passe rapidement. Et ce qui va se passer, c'est que la blockchain va dire, OK, bah, je valide celle-là, mais toutes celles qui sont en dessous, bah, ça ne correspond pas à ce que ça devrait être en termes d'ordonnancement, bah, je les annule. Et ça vous permet de vous débloquer. Voilà. Et puis si vous tapez sur Google, je pense que vous allez trouver ouais, il y a plein de guides qui des sont petits. super bien faits Ouais. si tu as des transactions qui sont bloquées. En fait, pour aller un petit peu plus loin, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des nonces. Et Mm. le nonce, en fait, c'est tout simplement la transaction numéro, je sais pas, 75 sur tel compte. Voilà, tout simplement. Et c'est logique que la transaction 75, elle doit passer avant la 76e. Tu essaies de faire passer la 76e,
et que la 75e est pas déjà validée, la 76e va pas passer en fait, tout simplement. C'est logique finalement quand on, quand on voit le truc quoi. Mais Et c'est du coup, sûr que tu ça utilises fait quoi? Tu peur. utilises MetaMask, toi? Ouais, j'utilise MetaMask pour le moment. Je suis un T'as petit essayé vieux, j'ai Rabbit? l'habitude. Rabbit c'est T'as pas essayé super Rabbit? bien. Si, j'ai déjà utilisé. Mais j'ai mes petites habitudes. Et ouais, j'ai l'habitude d'utiliser ça. Par contre, si quelqu'un débarque aujourd'hui, je recommanderais plutôt un Rabbit qu'un MetaMask, très clairement. Ouais, ouais, d'accord. C'est surtout Ouais, d'accord, ça change beaucoup de pour choses. des questions d'habitude. Et quand tu vas faire des choses qui sont un petit peu compliquées, que tu veux utiliser des snaps de chez MetaMask par exemple, ou alors que tu vas aller sur des testnets qui sont vraiment obscurs, que là tu vas peut-être avoir besoin d'utiliser un MetaMask, mais sinon je dirais que c'est mieux pour quelqu'un qui débarque aujourd'hui d'utiliser un Rabbit quoi. Avec Et un d'ailleurs, ledger appairé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, appairez un ledger ou un trésor ou peu importe à votre Rabbi, votre MetaMask, pitié. alors moi, je fais encore pire, moi, je pas forcément là-dessus, c'est que j'ai toujours un hot wallet qui a peu de fonds, qui est juste utilisé pour ça. C'est-à-dire que le ledger que j'utilise, qui n'est pas, enfin qui est en hot, qui est pas en cold, donc la différence entre hot, c'est celui que tu utilises, cold, c'est celui que tu n'utilises pas, qui est en hot, j'utilise que pour vraiment des très grosses transactions ou quand j'ai besoin de déplacer des fonds. Mais toujours mon hot wallet, par exemple quand je fais des airdrops et tout, généralement c'est toujours un truc que je vais utiliser. Jamais en fait je vais mettre mon ledger sur un truc où je vais tester, où je vais faire une routine, ou tu vois. Alors C'est là, par marrant. contre, là, faut faire assez attention, parce qu'en réalité, si tu veux, faut comprendre. Il y a deux, trois trucs assez importants à faire là-dessus. C'est que quand tu vas venir appairer ton ledger à ton MetaMask, il y a absolument aucun risque en fait. Ta Ah seed, oui, elle tout ne à fait. sort jamais. Ouais, je sais pas si c'était ça ce que tu voulais dire, mais en fait, ta Non, seed non, ne sort jamais de ton trésor ou de ton ledger, et donc il y a absolument aucun risque. Et c'est même recommandé si tu veux faire des transactions sur la blockchain d'utiliser ce genre de méthode, parce qu'avec ça, en fait, bah, si quelqu'un arrive à avoir accès à ton ordinateur, à l'inverse de si tu as simplement un MetaMask avec rien qui sécurise, et ben là on peut pas te prendre tes fonds quoi. Alors évidemment c'est de la sécurité, c'est pas un truc qui arrive à tout le monde, mais télécharger un truc douteux, ça peut arriver à tout le monde, surtout si t'as pas deux ordinateurs, un ordinateur pour la crypto et un pour tes autres activités. Et là on parle de sécurité, et sécurité c'est quand même quelque chose d'assez important. Et je préfère le mentionner parce que c'est aberrant le nombre de personnes qui ont je sais pas combien de milliers de dollars sur leur hot wallet. Pourtant, Ah oui, c'est n'importe quoi ça. pourtant c'est, enfin, si tu veux, pour quelqu'un ouais, pour qui ça représente pas grand-chose, tu vois, voilà, tu t'en fous. Mais pourtant, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui représente un pourcentage significatif de leur bag. Et je trouve ça déraisonnable de faire ça, tu vois. Donc, au minimum, si vous avez des fonds, peu importe, et que vous utilisez un MetaMask, etc., pitié, utilisez Appaire, que ce soit un Keystone, peu importe la marque, juste Appaire un MetaMask, pardon, Appaire donc un hardware wallet, quoi. Petit message Ou, prévention. ou segmenter. C'est-à-dire segmenter vos fonds de façon à ce que vous avez à risque. Parce que après, c'est vrai que quand tu fais beaucoup de transactions et que tu as besoin d'être rapide, c'est pas avec la Ledger que tu es le plus rapide pour valider ta transaction. Non, c'est Donc, pas, c'est tu trades, en fait, tu trades tout simplement du confort pour de la sécurité. c'est pour ça qu'il faut en fait faire de la gestion de risque. C'est-à-dire que voilà, si vous avez 1% de ce que vous avez sur un hot wallet qui est en MetaMask ou Rabi, peu importe, et le reste sur votre Ledger quand vous avez vraiment besoin, c'est- voilà, faut juste avoir conscience que c'est un risque que vous prenez. C'est le prix que vous payez, ce risque, c'est le prix que vous payez pour le confort d'utilisation. Voilà. Après, tout Ouais, dépend c'est de la vraiment un façon de trade faire. entre le confort Mm. d'utilisation et ouais, la sécurité, très clairement. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que systématiquement, quand vous utilisez un protocole pour une première fois, avoir un wallet dans lequel vous n'avez pas de fonds, très peu de fonds, c'est aussi enfin, c'est très important. C'est-à-dire que vous savez jamais si vous êtes sur le bon site, si jamais vous avez un problème, quoi que ce soit, que vous avez une attaque de phishing, peu importe. Le nombre de personnes, notamment dans les airdrops, et ça se fait beaucoup, qui cliquent sur le premier lien de claim sans forcément regarder est-ce qu'ils sont sur le bon site, est-ce que c'est bien le site officiel, le Twitter officiel qui a bien mis le lien, etc., etc.
et qui le font avec leur main wallet et qui se font drainer, faites toujours très très attention à ça. C'est jamais très marrant la sécurité, mais c'est en fait quand t'as Alors, le c'est pas sexy. problème que tu t'en rends compte que effectivement c'est quand c'est trop tard quoi. C'est dommage, hein, c'est dur à dire, mais en fait la sécurité tout le monde s'en fout. Jusqu'au moment là où ah merde j'ai perdu 50% de mon bag parce que j'ai fait le con en fait. C'est Et de dur toute à façon, dire, c'est dans mais la douleur voilà. qu'on apprend, hein. Et là-dessus, les gens, ils comprennent que quand ça arrive. C'est le même principe en trading, hein. Je veux dire, la gestion du risque, tout le monde pense que c'est relou, etc. Jusqu'au moment où tu crames un compte et tu fais, tout compte fait, j'aurais dû respecter ce que j'ai Ouais, lu, ce qu'on m'a dit, c'est des ce que trucs j'avais tout vu, bêtes, ma mais règle. Mm. Donc faites toujours très très attention. Tiens, en parlant d'airdrop et en parlant parce qu'on parle de sécurité, je pense que c'est aussi intéressant de parler de ça. On va peut-être se diriger vers la notion de liquid staking avec deux choses. Euh, Peut-être avant de parler de liquid staking, peut-être parler de notre ami Blast, parce que la sécurité est très intéressante, mais l'utilisation de l'airdrop pour attirer des fonds, les bloquer sur un smart contract multisig, alors qu'il n'y a rien qui est développé, euh, c'est quand même, pour pas dire couillu, quand même couillu. bah écoute, ça, en fait, les airdrops aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est le truc à la mode, on va dire. Et comme souvent, quand t'as un truc à la mode, bah, ça donne lieu à des aberrations. Et là, t'as cité, je pense, le meilleur exemple là-dessus. Ah bah, C'est qu'à l'heure actuelle, en fait, il suffit que tu mentionnes le terme airdrop et tu as des utilisateurs. C'est ah, comme ils à sont à l'époque, combien là? tu mentionnais, je sais pas, le terme 3D parce que ton jeu était en 3D, je sais pas, dans les années 2000. Il y avait tout le monde qui achetait ton jeu parce que c'était une nouveauté, c'est trop bien d'avoir un jeu en 3D. La réalité là derrière, c'est que c'est pas parce qu'il y a le mot airdrop que tout va bien, que tout est clean, que, que voilà. Non, absolument pas. C'est pas parce que tu dis le terme airdrop qu'il faut pas faire tes recherches, qu'il faut pas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la chose et qu'il faut déposer des fonds sur un projet qui vraisemblablement n'existe pas. Et que En tout cas, potentiellement, pas là, tu as encore. aucun moyen de récupérer. À Là, l'heure c'est actuelle, ouais, tu ouais. lock. Et à savoir que là, je viens de checker, là, je suis en train, bah tiens, attends, je vais partager vite fait. Tac, tac. Je crois qu'ils Mais sont à 900 ils millions sont. Ah de non, ils bloqués sont à dessus. 1,4 milliard, À hein, 1,4 1,4, ouais. milliard. À un moment, j'ai Ouais, pas ouais. trop regardé. Donc, non, non, ils sont à 1,4 milliard. Tac, bougez pas. Ah ouais, ouais. Hop. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'ils étaient au milliard, ouais, mais effectivement, je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts. Ouais, 1,375 milliards. Donc ouais, non, c'est relativement conséquent. Et à savoir que là, pour vous dire un petit peu le principe de Blast, ce qu'il y a derrière, c'est la même team qui est derrière Blur. Donc Blur, c'est eux qui ont éclaté le marché des NFT Marketplace, qui ont ruiné, on va pas le dire, pas le dire autrement, mais qui ont ruiné vraiment OpenSea, hein. OpenSea, ils ont liquidé 60% de leurs effectifs. Et a priori, je pense qu'ils vont bientôt reliquider encore 30 ou 40% de leurs effectifs, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce que Blur est une marketplace de NFT dans laquelle ils prennent zéro, à peu de choses près, zéro commission sur le trading. Et ils sont arrivés avec un marketing excessivement agressif sur du airdrop, justement. Et je sais pas, du coup, tu l'as farmé un peu, Blur, ou pas du tout? T'avais suivi Non, du tout, c'était avant la période là où j'ai vraiment commencé à m'y Hum. intéresser. C'était un petit C'était peu très la très période. agressif, hein. Ouais, ouais, bah, j'avais un petit peu suivi, mais c'était pas forcément le truc que j'avais joué à l'époque. Parce que bah, c'est des trucs que tu. À l'époque, enfin, c'est quelque chose qui jouait du coup sur Ethereum. Et Ethereum mainnet en plein boule, c'est quand même dans les 150 dollars juste pour minter un NFT. En tout cas, Ouais. à l'époque, en 2021, quand c'était la folie des NFT, j'avais pas mal joué les NFT sur OpenSea. Mais ça demande quand même un certain budget. Et les airdrops qui sont reliés à des NFT en général, sur tous les marketplaces NFT, c'est relativement risqué aussi en général. Alors ça veut pas Ouais, dire tout à qu'aujourd'hui je fait. joue pas à Tensor, je joue absolument Tensor aujourd'hui. Mais juste, je préfère prévenir quoi. Et du coup, pour juste clôturer sur Blast, Blast, donc c'est l'équipe qui est derrière Blur, qui ont éclaté le marché. Et leur proposition de valeur,
c'est déposer vos fonds et vous allez avoir en fait sur la blockchain et tous les fonds qui sont sur la blockchain vont avoir un yielding qui est derrière. Alors, il faut juste comprendre que techniquement, ça sous-entend que tous les fonds qui vont être déposés vont être soit mis en levier, soit vont être mis sous une forme de stacking. Alors, ils définissent que ça va être que sur du stacking, mais bon, voilà, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que j'utilise Blast et pendant que j'utilise Blast, je touche 3, 4, 5% potentiellement sur les cryptos que j'ai. Et donc là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont faire un airdrop et pour faire l'airdrop, il faut déposer des fonds là-bas et vous récupérez les fonds quand l'airdrop est libéré. Peu de choses près, c'est ce que j'ai compris. Alors, je sais plus si c'est quand l'airdrop est libéré ou si c'est au moment où il lance la tech. Je sais plus. Et donc, globalement, Normalement, tu c'est es un censé sacré. pouvoir récupérer ouais, tes fonds en direct sur la L2. Et en fait, directement, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas venir fournir de l'Ethereum. Et enfin, sur Ethereum, tu vas venir fournir de l'Ethereum à Blast. Et eux, en fait, vont venir le stacker avec du ST Ethereum. Donc la version stackée d'Ethereum par Lido DAO. Et Hum, à partir de là, en fait, c'est juste bloqué sur un contrat sur Ethereum pour le moment. Et normalement, dans le futur, quand ce sera lancé, bah, tu vas récupérer en un pour un une version du coup de l'Ethereum sur leur layer 2. Et normalement, quand ça fonctionnera, tu pourras récupérer en un pour faire la transaction inverse, donc bridger dans l'autre sens. C'est pour vous Le montrer un peu la concept qui force est hein, de assez l'airdrop. intéressant là derrière, c'est le fait que tu as de la yield native sur un layer 2. Hum. Quand ils en ont parlé, c'était vraiment les premiers sur le créneau. Aujourd'hui, il y a Ouais, Manta qui carrément. s'est lancé dessus quasiment un mois plus tard et Hum. qui les ont un petit peu pris de façon très agressive parce qu'ils ont fait tout beaucoup plus vite Ouais. et qui les ont un petit peu eu avec ça. Et donc, c'est plus les premiers, enfin, c'est pas les premiers en tout cas à être live avec le truc. Je pense que c'est quelque chose qui va commencer à se démocratiser, qu'on verra de plus en plus. Parce qu'à l'heure actuelle, le ST Ethereum, en tout cas, c'est vu un petit peu comme un asset sans risque. Ça veut pas dire qu'il est sans Ouais. risque, mais d'un point de vue, il est vachement bien accepté, en tout cas comme un asset sur lequel il y a quasiment pas de risque. Et sous une forme de collatéral qui génère du yielding. Et tout se base là-dessus. Et si on regarde un petit peu d'ailleurs, ça nous permet de faire une très belle transition. Merci Monsieur Mage sur le liquid staking. Ce qui se passe avec EigenLayer principalement et tout ce qui tourne autour, hein, parce qu'on a des surcouches à EigenLayer qui sont en train d'arriver. Le but en fait du liquid staking, c'est de mettre à disposition des Ethers pour valider des projets, des protocoles ou potentiellement des blockchains. L'idée, c'est de faire une forme de sécurité partagée qu'on peut retrouver, par exemple, sur Cosmos, entre autres, mais sans la couche native directement au sein du protocole de base. Donc, ça veut dire qu'on passe par un autre protocole qui s'appellerait EigenLayer, par exemple, dans lequel je dépose mes Ethereum. Mes Ethereum seront utilisés à terme pour valider d'autres choses. Et ils ont fait un lancement en fanfare avec principalement un airdrop annoncé, clairement. Et en plus, ils ont donné je ne sais plus s'ils ont donné officiellement euh, Alors les non, conditions. pas spécialement. Mais Enfin, Eigenlayer n'ont pas annoncé d'airdrop. Je suis même pas sûr qu'ils ont officiellement annoncé qu'ils auront un token. ah bah, moi, en Par contre, il l'occurrence, y en a dans les plein, trucs que j'ai vus, effectivement, il y en a plein qui sont en train de construire. Il faut pas confondre en fait, parce qu'à l'heure actuelle, tu as vraiment énormément de projets qui construisent sur Eigenlayer et qui sont en train de faire des wrappers aux jetons que tu peux c'est ça. retrouver sur Eigenlayer. Et à mon sens, le problème, c'est pas tellement Eigenlayer que les différents wrappers qu'on va avoir qui sont construits dessus. Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est ces surcouches dessus pour simplifier l'utilisation des layers. Oui, parce que les gens, ils ont un Systématiquement, petit peu la flemme de devoir restacker, etc. Et c'est un petit peu compliqué. Et donc, la flemme et effectivement, l'argent, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi. sur Ethereum. Aussi, ça a un certain coût de restacker. Mais ouais, par contre, Eigenlayer, non, ils vont pas officiellement annoncer d'airdrop. Ils ont par contre un modèle à points qui tourne depuis juin, je crois. Et qui, en fonction des Ethereum restackés que tu as sur la plateforme, tu vas générer des points. Ces points-là ont déjà été Ouais, utilisés récemment pour l'airdrop d'Altlayer. Et si tu avais oui. un certain nombre de points, tu pouvais toucher du coup l'airdrop d'Altlayer. Pas un airdrop D'ailleurs, qui a été. exceptionnel, Ouais. mais c'est toujours sympa de prendre quelques centaines de dollars pour un truc que t'aurais fait et que t'attendais absolument pas, quoi. Bah d'ailleurs, ça me fait penser un peu au principe Cosmos, hein. Cosmos, tu stacks tes atomes, tu stacks un peu d'Osmo, tu stacks un peu. Voilà, tu prends un petit peu les grosses market cap de l'écosystème qui est Cosmos, et en les stackant, bah, tu récupères des airdrops. Encore faut-il connaître les airdrops et pouvoir le faire.
Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a un wallet particulier qui permet de pouvoir trouver les airdrops Cosmos directement nativement. Euh, Ça m'a changé la vie. Je dirais que ça m'a changé la vie. Ah, pour ceux qui stackent sur Cosmos, ouais. Après, oui, oui, bah c'est un petit peu ce que tu dis, hein, très clairement, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est le modèle est est relativement proche de ce que tu vas faire sur un Cosmos, là où tu vas venir stacker, et les projets qui vont venir lancer, ou alors qui vont probablement venir utiliser l'attaque, et ben là, effectivement, ils vont avoir un incentive, en tout cas, ils vont avoir tendance à venir airdropper aux personnes qui font du restacking, du coup. Mais pour moi, vraiment, le gros problème qu'on risque d'avoir sur Eigenlayer, c'est plus au niveau des wrappers qui commencent à sortir à droite à gauche, plus que plus que sur Eigenlayer en soi. Parce que Eigenlayer en soi, c'est vraiment très peu de smart contracts. Ouais, C'est plus de la logique. C'est plus un petit peu comme faire tourner un nœud avec quelques règles supplémentaires, plutôt que les wrappers qu'on va avoir qui vont sortir à droite à gauche et dont on connaît pas forcément les conditions et dont certains, bah, à l'heure actuelle, on peut pas forcément sortir dessus. C'est-à-dire que tu peux restacker via le wrapper, mais le wrapper ne peut pas être unwrappé. C'est tout bête, mais tu oui. peux restacker, la valeur du wrapper peut baisser, et tu peux pas le sortir en un pour un, donc t'as pas ce mécanisme d'arbitrage, et donc tu peux te retrouver à perdre de l'argent là-dessus si le projet ne délivre jamais la possibilité du coup de sortir. Alors c'est pas un truc si choquant, ça a l'air choquant quand je le dis comme ça, c'est pas un truc si choquant que ça, il suffit de remonter en Non, arrière, Lido DAO par exemple, pendant bah pas bien sûr. mal de temps, ne permettait pas d'unstacker. Pas pour ça que Lido c'est la mort, mais quand t'as énormément de projets qui sortent d'à peu près n'importe où, qui proposent ce genre de choses, surtout sur quelque chose qui est relativement nouveau, c'est quand même quelque chose dont il faut se méfier, quoi. En tout cas, à mon sens, ça vaut pas forcément le coup parce qu'il donne plus de points d'aller d'aller chez Intel ou chez Intel alors que t'as aucune idée de comment ils gèrent leur sécurité, etc. Surtout que là, on rajoute des couches enfin, des couches de risque sur des couches de risque. C'est-à-dire que il faut comprendre que vous partez de l'Ether, vous allez rajouter potentiellement une couche de risque en prenant quelque chose qui est liquide, déjà, par exemple un STETH. Vous allez le stacker à un moment donné sur un wrapper, qui lui-même va le stacker sur, à terme, EigenLayer. Donc, c'est-à-dire que vous passez par le wrapper, puis ensuite par EigenLayer. Donc, c'est-à-dire que vous cumulez en fait vos couches de risque pour potentiellement quoi comme gain? Bah, peut-être 1 ou 2% de plus sur le liquid staking si jamais il se fait correctement et qu'ils arrivent à deliver. Et deuxièmement, bah, peut-être l'airdrop potentiel, les airdrops potentiels à récupérer s'il y en a là-dessus. Donc après, ça dépend vraiment de la gestion du risque que vous allez avoir, surtout qu'il y a toute une, alors, je vais pas dire un FUD, mais c'est plus qu'un FUD, c'est une véritable réflexion du risque potentiel de l'utilisation des Ethereum dans la validation d'un ensemble d'autres écosystèmes, parce que le principe est le suivant, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de valeur qui va être concentrée dans un smart contract ou dans une blockchain, plus vous allez avoir d'attaques dessus. Et justement, la peur que l'écosystème Ethereum a, c'est que EigenLayer et tout équivalent va concentrer suffisamment d'Ether pour attirer l'intérêt des hackers et potentiellement mettre à mal l'écosystème anti-Ethereum, parce qu'on n'oublie pas que les Ethers servent à valider et à sécuriser la blockchain. Et si jamais on perd 5, 6, 10% des Ethers en circulation, bon, bah, ça peut faire très 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 mal à l'ensemble de l'écosystème. Ouais, c'est un sujet très compliqué ça pour le coup. Et c'est pour ça c'est un sujet en même temps qui est entre la narrative, parce que c'est clairement une narrative qui pour moi aura un véritable intérêt dans les 2 années qui arrivent, parce que ça apporte une véritable solution différente de la Layer 2. C'est-à-dire que la Layer 2 a une vocation d'être un outil de scalabilité et d'inscrire, quand on regarde les rollups, d'inscrire l'ensemble de la preuve des transactions sur la blockchain de niveau 1. Alors que là, on a une solution qui a pour but directement d'utiliser la valeur qui est stockée dans la première chain pour valider tout autre protocole, tout autre chain. Et c'est une forme de paradigme qui est légèrement différent et qui permettrait d'avoir peut-être autre chose et d'autres choses qui arrivent. Mais comme tout paradigme, il y a une grosse phase de risque qui est quand même conséquente, qui pour moi plus conséquente que ce qu'on peut connaître sur une layer 2,
et du coup, voir ce que ça peut donner à terme. Est-ce qu'il va y avoir une adhésion dessus ou pas? Et à quel point il y aura une adhésion? C'est quelque chose qu'on commence à voir d'ailleurs d'un petit peu plus un petit peu plus souvent en ce moment. Il y a aussi Celestia qui est lancé avec la blockchain modulaire Hmm. et en fait qui fait de la ADA, du coup de la data availability. Et finalement, c'est du coup de se dire, bah, ma layer 2, en fait, elle peut être sécurisée par Celestia. Ou alors elle peut être sécurisée par la DA d'Eigenlayer. Je suis pas sûr que ce soit encore live pour le moment. Mais va avoir de plus en plus de solutions un petit peu atypiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Parce qu'à l'heure actuelle, les Layer 2, bah, c'est basé sur Ethereum, la question se pose pas trop. Mais à l'heure actuelle, ça commence à sortir les Layer 2 qui sont basés par exemple sur Celestia, je pense à Manta, qui réduit un petit peu, non, qui réduit quand même les coûts, c'est vrai. On va pas être mauvaise langue, ça réduit quand même un petit peu les coûts. Mais du coup, la question se pose, est-ce que c'est une vraie layer 2 d'Ethereum? Parce que, ok, ça utilise de l'Ethereum, mais à part utiliser de Après, l'Ethereum, on délègue pas forcément la sécurité. Et donc ça, mais après ça, c'est encore, une fois de plus, c'est des débats, pas dire ouais. idéologiques, mais c'est des débats assez complexes, quoi. Mais après, c'est le même principe. Après, faut juste faire attention parce que l'ADA, c'est la data availability. C'est pas forcément la sécurité. La data availability, c'est le dépôt de la donnée sur la chaîne. Il faut comprendre que la problématique de coût actuellement qu'on a sur Ethereum, c'est le coût du stockage de la donnée. Et le fait de pouvoir stocker une partie de la donnée dans une autre blockchain dans laquelle ça coûte moins cher, ce qui propose par exemple Celestia, a un véritable impact sur les frais, vraiment, et globalement l'accessibilité générale. Et le fait qu'on puisse stocker toutes les données que l'on souhaite et qu'on n'est pas obligé de faire un choix, ça a un véritable aussi intérêt dans le Don't Trust Verified, c'est-à-dire qu'on a accès à ces datas pour pouvoir vérifier. Et juste, petite info, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai réalisé ça, c'est que NIR propose de l'ADR depuis déjà un an et demi. Et le truc qui est extraordinaire, c'est quand on regarde la market cap d'un NIR versus un Celestia, ben on peut se dire que cette différence-là, c'est la puissance du marketing, parce qu'il y en a un qui a réussi à te vendre ça comme étant extraordinaire, alors que NIR n'en a quasiment jamais parlé, alors qu'ils font de la DA et qu'ils font en plus une bonne DA, qui est plutôt OK, quoi. J'ai vu passer ça d'ailleurs, tu sais s'il y a vraiment des projets qui utilisent la DA de chez Nier? Non. Non, non, non. T'en as, si, t'as des petits bicougnous, t'as pas grand-chose. Vraiment, t'as vraiment pas grand-chose qui utilisent. Et c'est le gros problème de dire, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à se valoriser dessus. Alors, t'as quelques protocoles, comme par exemple le ZKEVM de Polygon, qui utilisaient plutôt, je devrais dire, un petit peu l'ADA de NIR, mais ils sont en train de partir, encore une fois, sur autre chose, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner à terme, mais je pense que l'ADA, il va y avoir un projet qui va arriver qui s'appelle Avail aussi, qui est un projet de DA porté par Polygon au début, et maintenant c'est un des cofondateurs qui porte le projet, mais qui est parti de Polygon pour séparer vraiment les deux instances, pour pouvoir attaquer tous les concurrents, principalement de Polygon ZK. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer, je pense que malheureusement, la DA elle va être cannibalisée par deux, trois gros acteurs, hein. Je vois pas les petits arriver à sortir quoi que ce soit, hein. Un petit peu comme tout, en fait, il y a tout qui va vers quelques entités qui sont vraiment un petit peu au sommet par rapport à d'autres, ouais. D'ailleurs, petite question, toi qui furettes parmi toutes les blockchains, tous les projets sans token, donc sous-entendu les projets un peu récents, on va dire, est-ce que tu as une vision un petit peu particulière des narratifs qui pourraient arriver, des choses que tu vois apparaître dans des projets que tu farmes, comme ça? Est-ce que tu as une vision? Je pense que tu dois avoir une vision qui est un peu différente de quelqu'un qui ne fait pas d'airdrop, justement. En truc sympathique, bah, je dirais Eigenlayer, mais on vient d'en parler. C'est un truc Ouais. sur lequel il n'y a même pas encore tellement de monde. J'avais regardé la dernière fois, je crois qu'il y a 80 000 wallets qui ont restacké dessus. Tu regardes ça comment? Dune Analytics, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu pourrais nous montrer? Oula, Moi, je connais, là ça va j'utilise être beaucoup du compliqué Analytics, de mais pouvoir te montrer avec le live. Tac. yes. Mais ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui s'appelle Dune Analytics. Et en fait, ça permet tout simplement d'afficher des données de la blockchain, mais de façon compréhensible avec des jolis petits tableaux, un petit peu comme sur un Excel.
Et tu vas avoir un tableau, par exemple, qui sont du coup faits par les utilisateurs. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à EigenLayer et va du coup faire son propre tableau sur les données d'EigenLayer. Il va pouvoir te ressortir, il y a tant d'utilisateurs qui sont sur EigenLayer par exemple. Il va pouvoir te dire, bah, il y a entre 0 et 0,5 Ethereum, il y a peut-être 25% des utilisateurs qui sont dans cette tranche-là. Et c'est plein de données comme ça que tu peux choper et qui sont accessibles gratuitement sur Dune Analytics et qui sont super pratiques quand tu chasses les airdrops parce que tu peux faire des comparaisons, tu peux avoir des idées de combien de personnes sont actives sur telle chose. Alors ça n'existe pas pour tous les projets, ça existe principalement pour quasiment tout ce qui est EVM. Et après, bah, si Mm. t'as pas la donnée que tu veux et que tu t'amuses un petit peu à coder, tu peux venir sortir toi-même tes propres graphes. Du coup, j'ai jamais vraiment eu besoin de faire ça, mais pourquoi pas si un jour il y a besoin de regarder de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait, c'est avec des requêtes SQL pour ceux qui connaissent. Pas du tout mon domaine, mais ça existe. Et en fait, grâce à ça, tu peux choper pas mal d'informations sur les airdrops qui peuvent t'intéresser. Ouais. Donc je disais, Et à ouais, savoir que EigenLayer. si... Ouais. Vas-y. Et sinon, un autre truc qui commence à ressortir aussi, que j'ai vu passer, je sais plus exactement sur quel projet c'était des perfs qui permettent du coup de générer des intérêts avec directement tes USDC, enfin ton stablecoin que tu vas utiliser. Il est directement stacké, il est basé du coup sur les real world assets. Et tu génères Ok. des intérêts comme ça sur ton collatéral de façon passive. Je trouvais ça plutôt sympathique comme concept. Ok, donc ça veut dire que tu stacks, tu bloques Même pas, tu peux ton l'utiliser pour stable. faire ton trading. D'accord. Il n'est pas bloqué, tu peux l'utiliser comme n'importe quel stable sur une plateforme de trading. Et Ok. passivement, en fait, la quantité augmente. Ou alors la D'accord. valeur augmente. J'ai plus le nom du projet qui fait ça en tête, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Ok, sympa. Ouais, en effet. Après, c'est vrai qu'il y a une mode en ce moment de rémunération des actifs inactifs. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi sur des brokers qui sont plus dans la finance traditionnelle. Là, ça a été la grande mode depuis 2 mois. Là, on voit beaucoup de publicités, que ce soit Trade Republic, que ce soit Avatrade, que ce soit XTB, qui proposent aussi bah, laissez vos euros ou vos dollars sur la plateforme et vous touchez 3, 4, 5, 6, 7% en fonction de la plateforme. Euh, c'est vrai qu'il y a une mode là depuis quelques temps, en plus trading, mais je savais pas que c'était arrivé sur des protocoles décentralisés parce que bon, on parlera pas de FTX et ces fameux 8% qui étaient, qui étaient un attrape perte, hein, voilà, clairement, et garder de la liquidité. Mais ouais, ok, d'accord, c'est intéressant ça. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il y en avait qui faisaient ça là actuellement. Après, il y a aussi, ça je sais pas si tu es habitué à faire un petit peu de trading on-chain. Il y Ouais. a Hyperliquid qui est vraiment pas mal, je trouve. Ah bah tiens, on en parlait justement dans le chat. C'est main Ouais. courante qui me C'est pas disait exactement Hyperliquid le. Alors, c'est peut-être. pas celui-là qui fait avec les intérêts, mais Hyperliquid qui montre qu'on peut avoir des choses on-chain qui fonctionnent très très bien. Alors, je sais pas, moi Hmm. je fais pas de trading, j'ai pas trop l'habitude au niveau des prix. Est-ce que tu pourrais me dire si c'est correct ce qu'ils chargent en termes de frais quand tu passes tes trades? Ça se fait à peu près, bah, c'est à peu près comme d'hab, hein. Ils sont à peu près identiques. Après, quand c'est comme ça, généralement, tu vas te retrouver avec des frais on-chain qui sont un petit peu plus chers, mais qui sont vraiment pas si chers que ça par rapport à la qualité que tu peux avoir dans la sécurité que tu as. La problématique de ça, c'est pas forcément les frais qui vont poser problème, c'est la liquidité des pools dans lesquels tu vas faire tes transactions. Parce que le problème, c'est le même principe des spreads, c'est quand tu fais un swap. Si jamais tu as un spread qui est trop important, donc c'est l'écart entre le prix que tu veux acheter et le prix réel que tu achètes, euh, tu vas te retrouver sur potentiellement des écarts qui vont être plus conséquents sur du on-chain, parce que les pools de liquidité sont moindres, que sur des gros exchanges qui ont eux-mêmes leur pool, et surtout qui ont eux-mêmes leur market maker, qui font en sorte d'avoir en fait un maximum de contrats disponibles pour pouvoir faire les échanges. Donc c'est plus ça la problématique qu'on a, et je pense que tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique-là, de MM, donc de market maker et de liquidité on-chain, on n'aura pas de vraie solution pour faire du trading on-chain
comme on voudrait vraiment l'avoir. Et c'est peut-être ça aussi le problème qu'on a, c'est la fractalité de la liquidité. Même si on a des petits projets qui commencent à bosser dessus, tant qu'on n'aura pas une liquidité qui sera commune, chose qu'on voit beaucoup sur la finance traditionnelle actuellement, on ne pourra pas avoir une décentralisation vraiment du trading parce que c'est pas possible. Je veux dire, quand tu fais un swap et que tu mets un petit peu de volume dessus et que tu vas peut-être perdre 3 à 4% qui sont pas en frais, mais qui sont juste en fait en écart de contrat, donc c'est en écart entre le prix que tu comptes acheter et le volume de contrat disponible pour pouvoir faire passer ton ordre, euh, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que des fois, je vais même pas sur une plateforme comme ça, je vais utiliser tout simplement OneInch pour faire passer certains ordres quand il y a un petit peu de volume sur des pools dans lesquels je sais qu'il y a suffisamment de liquidité parce que OneInch va aller me chercher la pool dans laquelle il y a le plus de liquidité, dans lequel je vais moins me faire asmater par le spread. Du coup, je pense que tu devrais utiliser Hyperliquid et checker un petit peu. Ok? Quand je parlais des frais, c'était pas forcément les frais de transaction parce que sur Hyperliquid, et du coup, je vais pas dire tous, mais beaucoup des perps qui sont un petit peu, je vais dire, modernes. En fait, ils ont une layer 1 qui tourne et tu perds Ouais. pas, tu payes pas de frais quand tu fais passer tes transactions, en tout cas de frais de gaz. C'est-à-dire que tu fais ton dépôt sur leur blockchain. Très souvent, enfin en fonction des choses, ça va peut-être passer par un layer 0, donc si jamais ceux qui Mhm. farment, voilà, c'est petit bonus. Et en fait, tu vas donc faire ton dépôt. Et à partir de là, il y a tout qui est géré par leur blockchain et toi, tu ne payes pas de frais de transaction. C'est-à-dire que tu n'as pas de transaction à approuver avec ton MetaMask. Alors, tu donnes une permission qui permet du coup de tout faire passer sans passer par le MetaMask finalement. Et tu arrives à Tout à gérer fait. tes fonds comme ça. Alors, c'est vachement agréable. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de perps on-chain parce que c'est pas trop mon game. Et j'ai trouvé ça vachement pertinent et je me suis rendu compte que c'était dispo sur la majorité du coup des perps qu'on a qui sont, on va dire, récents. J'ai pas testé GMX depuis un petit moment, il me semble que c'est pas disponible dessus. Je sais que sur Vela, ils ont mis un wallet qui permettait de faire quelque chose comme ça, là où t'as pas besoin de faire passer tes transactions. Et c'est vrai que c'est très relou, je pense, surtout quand tu veux faire passer des transactions rapidement, que tu dois faire ton code sur ton trésor, sur ton ledger, que tu dois t'amuser à Ouais. appuyer sur les trois boutons, etc. C'est vrai que c'est pas pratique. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est relativement bien fait. Et après, moi, je parlais ouais, plutôt au niveau des frais que tu vas venir faire quand tu fais, par exemple, du levier, etc. À ces frais, Mhm. là, tu vois. Comme tu disais, Oui, au ils sont niveau du classiques, hein. spread, je t'avoue, j'ai pas trop. J'ai pas des En métriques en fait, tête parce que je l'utilise c'est pas deux choses trop. séparées. En fait, t'as Ah les oui, frais oui, qui oui, sont oui, pris t'as par la bien sûr deux plateforme. choses différentes, oui, Ouais. oui. Non, T'as les mais je frais veux qui sont dire, moi, pris par c'était la plutôt au niveau de plateforme ces FI. frais-là. Les frais qui vont être utilisés, je crois que c'est du 0,025% sur. Ouais, c'est comme ce que tu peux retrouver sur des plateformes dans lesquelles t'as pas forcément beaucoup, beaucoup de frais. Donc c'est plutôt classique D'accord. là-dessus. Mais c'est vraiment en fait ce qui gêne de base, toujours la notion de liquidité pure hein, que tu vas avoir et le spread d'écart entre le nombre de contrats. Parce que quand tu fais en dérivé, en fait, de base, c'est des contrats, le PERP, c'est contrats perpétuels, donc c'est des contrats qui se renouvellent indéfiniment. Mais ça reste des contrats, ça. Il n'y a rien qui est lié au spot. Et du coup, ces contrats, c'est une notion de volume. Et tu vas avoir un nombre de contrats qui va être défini pour un certain prix et qui va être disponible que ce soit à l'achat ou à la vente. Et si jamais tu n'as pas assez de contrats dans la zone de prix où tu es, c'est-à-dire que tu vas passer à la zone de prix supérieure, par exemple, si tu souhaites acheter, et ainsi de suite, pour pouvoir filer le nombre de contrats. Et le spread, c'est l'écart entre le prix dans lequel tu veux acheter et le prix réel que tu auras acheté dans la compensation du nombre de contrats qui vont être utilisés. Et ça, c'est lié à la liquidité pure. Et ça, c'est le problème du on-chain actuellement. Et d'ailleurs, tu peux juste préciser Layer 0 pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Layer 0, parce que c'est très, 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 très important de savoir ce que c'est. Et pourquoi tu as glissé doucement, pour ceux qui connaissent, ils ont compris, mais ceux qui ne connaissent pas, que le fait de passer par Hyperliquid, ça passait par Hyper 0 et qu'on farmait Hyper 0. Alors, c'est pas Layer 0, pardon. vraiment. C'est Excuse-moi. pas hyper liquide du coup qui utilise Layer 0, c'est plutôt des logix par exemple. Ouais, Mais du coup, Layer 0, c'est un des protocoles d'interopérabilité les plus hype du moment, on va dire. Par contre, ouais, pour commencer aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Ça fait compliqué. quasiment 1 an et demi qu'on est dessus, pour ceux qui sont là depuis le début. Mais du coup, c'est un des plus gros airdrops qu'on a chassé l'année précédente.
qui n'est pas encore tombé et pour lequel on a l'information qu'il y aura un jeton qui va tomber, en tout cas un jeton qui va sortir avant la fin du premier semestre. Ça fait encore 5 mois, quoi. Et Ouais. c'est un projet qui a levé énormément de fonds. C'est un projet qui permet du coup de passer d'une blockchain à une autre assez facilement, mais pas que en faisant des bridges, mais aussi en envoyant des messages. Et typiquement, ça peut permettre de faire, bah, par exemple, ce qu'on a vu là, du coup, de pouvoir déposer sur une certaine blockchain pour pouvoir faire du trading avec des perps à partir de différentes blockchains et pas uniquement à partir, je sais pas, d'Optimism ou d'Arbitrum comme on peut souvent le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement pratique. Et c'est un projet qu'on a vraiment poncé l'année dernière, en tout cas sur la chaîne, et sur lequel on est vraiment depuis un paquet de temps. Faut savoir Et puis que Layer 0, pendant c'est... longtemps... Ouais, Ouais. Non, non, j'allais dire que c'est vraiment strong comme tech qu'il y a derrière. c'est très très fort. Bah, là, ils sont sortis une version 2, on n'a pas encore vu beaucoup de projets dessus. C'est qu'ils ont sorti Cluster, qui est un petit peu un ENS Omnichain. Un ENS, du coup, c'est typiquement le pseudo point Ethereum. Que là, du coup, c'est une version qui est Omnichain et tu prends ton cluster. Alors, c'est un truc qui est vraiment dégénéré, hein, c'est vraiment pour ceux qui sont dans la DGN, qui s'intéressent à Layer 0, etc. C'est tout petit. C'est sorti il y a 2-3 jours. C'est le premier projet qui sort avec Layer 0 V2. Et du coup, ça te permet d'avoir un ENS qui est disponible sur toutes les blockchains en fait. Alors, ça s'appelle pas un ENS, ça s'appellera un cluster, mais c'est un petit peu ça le concept. C'est du coup d'avoir ton pseudo qui est disponible sur toutes les blockchains. Partout. Voilà. Ce Et qui est d'ailleurs, plutôt sympathique parce que le concept d'avoir un ENS sur chaque blockchain, c'est un peu borderline stupide, mais voilà. et du coup, c'est intéressant parce que je trouve que Layer 0, c'est quelque chose qui passe quand même beaucoup sous les radars en ce moment, parce que déjà, c'est un protocole qui a pas de token, donc forcément, ça passe beaucoup sous les radars. Euh, mais que on ne sait jamais, en fait, si ça passe vraiment par Layer 0. Enfin, il n'y a pas une communication qui est folle, en fait, autour de ça. Alors que, en fait, il y a quand même beaucoup de protocoles qui l'utilisent, ou en tout cas de sous-protocoles qui l'utilisent, alors que c'est une tech qui est vraiment, vraiment puissante et qui s'apparente à une autre tech qui est en train de se mettre en place en ce moment, qui est la preuve alors j'ai plus la terminologie, mais qui est la preuve d'existence, le fait qu'on peut prouver que sur une blockchain, il y a quelque chose qui existe, qui permet de prouver par exemple qu'on possède de la liquidité sur telle blockchain et donc on a le droit d'utiliser de la liquidité dans telle autre blockchain. Euh, et je pense qu'on va avoir un véritable narratif autour de ça. L'interopérabilité a toujours été au cœur vraiment de la problématique de la blockchain et de la mass adoption. Et je pense vraiment que Layer 0 n'est qu'un des protocoles. Quand il va sortir, il va faire beaucoup de bruit. Et on va avoir plein d'autres protocoles qui vont arriver et qui vont surfer sur la vague de Layer 0. C'est sûr et certain. Ah oui, avec l'interopérabilité, on a beaucoup de choses. On a eu un certain Connext Ouais. hein, qui est sorti l'année dernière. Ceux qui connaissent, c'était un petit peu plus niche celui-là. Mais à l'heure actuelle, on parle aussi beaucoup des bridges, que ce soit du Jumper, que ce soit du Bungee, ou alors un petit peu plus du Wormhole, qui est le concurrent direct de Layer 0, qui est assez compliqué à utiliser pour un utilisateur normal, on va dire, Ah ouais. mais qui me paraît très intéressant pour les airdrops et que j'utilise beaucoup en ce moment. Faut savoir que c'est un projet qui est vraiment pas tant utilisé que ça, en tout cas par des utilisateurs. J'avais checké l'autre jour et puis il y avait environ 3 millions de transactions dessus, Ouais. avec 1 million de transactions qui étaient faites sur le dernier mois, pour tenir l'ordre de grandeur. Layer Ouais, 0, à ouais. l'heure Là, c'est actuelle, quand c'est même. 100 millions de transactions. Par contre, je sais Ouais. pas à partir de quand ils ont commencé à traquer les transactions sur Wormhole, donc j'ai pas vraiment le comparatif. Mais c'est un truc qui, en fait, fait vraiment peur à tout le monde. Parce que quand tu fais une transaction qui passe par Wormhole, il y a plusieurs trucs que tu dois prendre en compte. Il y a le fait que une fois sur deux, les tokens que tu bridges n'ont pas de valeur sur la blockchain sur laquelle ils arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pool pour les échanger. Et c'est des versions wrappées, et donc tu peux rien en faire, tu es obligé de les renvoyer sur la blockchain de départ. C'est Alors un peu explique bien ce triste, que hein. ça veut dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas l'impact que ça a, parce que ça fait vraiment très mal. Ouais, c'est simple, en fait, tu bridges ton jeton, tu pars, je sais pas, d'optimisme. Tu peux aller quasiment sur n'importe quelle blockchain, ils ont des possibilités monstrueuses, tu peux aller sur des trucs que personne ne connaît. Mais on va dire, tu pars d'optimisme, et si tu utilises Portal, qui du coup est un petit peu le Stargate de chez Wormhole, donc l'application principale.
Si tu utilises ça, ben, tu peux aller là où tu veux, tu peux aller sur Osmosis, tu peux aller sur des blockchains, donc Cosmos par exemple, tu peux aller sur Aptos, tu peux aller sur plein de trucs. Le problème, c'est que tes jetons, si tu as des USDC, que tu vas venir les bridger, et ben de l'autre côté, c'est un truc qui est tellement peu utilisé aujourd'hui qu'il n'y a pas de pool de liquidité qui te permet donc de swapper tes USDC wrappés à partir d'Optimism sur la blockchain Wormhole. En fait, il y a tout qui est compartimenté à partir de la blockchain de départ. Et c'est ce qui fait que quand tu arrives sur une autre blockchain, c'est extrêmement compliqué au niveau de la liquidité. Et très souvent, il n'y a même pas de pool pour pouvoir les swapper. Et donc, tu es obligé de faire le chemin retour. C'est pas le cas pour tous les jetons, ils commencent à s'améliorer, ils ont lancé une opération qui maintenant relie un petit peu plus tout ce qui est layer 2, etc., qui peuvent tourner avec Ethereum. Ils ont aussi inclus Polygon et Avalanche. Donc tu peux bridger de l'Ethereum qui est fonctionnel. Je précise parce que c'est Wormhole, faut préciser. Ouais. Euh, qui est fonctionnel entre un Ethereum, un Arbitrum, je crois Base, je suis pas sûr pour Base, un Optimism, un Polygon ou encore un Avalanche. Mais sur beaucoup de paires, en fait, quand tu vas venir faire le bridge, ton jeton, quand il arrive de l'autre côté, il est tout simplement pas utilisable et donc tu dois faire demi-tour. Il y a une autre fonctionnalité qui est particulièrement horrible, c'est que si tu as l'habitude de faire des bridges, tu as l'habitude de faire une seule transaction au départ et c'est tout, en fait, tu reçois tes jetons de l'autre côté. Sur Wormhole, ça marche pas comme ça. Sur Wormhole, tu dois faire une transaction au départ et une transaction à l'arrivée pour confirmer à la réception des fonds. Mm. Ça fait peur, il n'y a pas grand monde qui comprend. Et en plus de ça, euh, c'est pas intuitif du tout. Parce que si tu ne, en fait, si tu fermes la page sur laquelle tu as fait ton bridge et que tu réclames pas tes fonds, c'est à toi de venir lui indiquer de quelle blockchain t'es parti, avec quelle transaction, pour qu'il puisse te remettre sur la page sur laquelle tu peux réclamer tes fonds. C'est niveau expérience utilisateur, c'est une horreur. Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce que personne n'a envie de l'utiliser, ce truc. J'aime bien parce que personne l'aime. Oui, bah, en même Exactement. temps, t'as raison. Et puis Wormhole, en plus, ils ont levé quand même beaucoup, hein. Ils ont levé Ils ont plus de refait 200 une millions. nouvelle. Ouais. Après, Ouais, ils ont mis un il y paquet. avait deux, trois petits soucis. C'était un projet qui s'était fait hacker à l'époque, Ah bah, il y a 600 deux millions, trois oui, ans. ça fait mal, oui. Et ils se C'est sont fait sûr. renflouer, du coup. Et bah, avec ces fonds-là, nous, on suppose qu'il y aura potentiellement 2022. un airdrop Mm. dessus. Ouais, en 2022, du coup. Et moi, je suppose que enfin, en tout cas, c'est un airdrop que je considère comme vachement intéressant. Et sur lequel je suis pas mal positionné, donc sur les blockchains un petit peu niche. Parce que tu peux faire des transactions pour pas cher. En gros, c'est ça. Après, avec le volume, etc. Classique pour D'ailleurs, ceux qui chassent les airdrops, quoi. intéressant de savoir pour ceux qui ne chassent pas d'airdrop et qui se posent la question chasser à airdrop ou pas. Ça prend combien de temps, combien de capital pour espérer combien de rendement? Tu m'avais parlé d'une transaction là, de 1 centime pour avoir 100 balles de jupe. Enfin, je fais un grosso merdo, mais euh, qu'est-ce qu'il faut en fait pour fermer les airdrops à part du temps? Et si oui, combien de temps il faut pour être intelligent dans ce qu'on fait, quoi? C'est super compliqué comme question, ça. Mm. Parce que quand tu parles des airdrops, en fait, tu peux autant parler des petits trucs douteux qui sont sur des testnets, qui vont te demander uniquement du temps, à parler Ouais. des trucs extrêmement compliqués, type du Eigenlayer dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, Eigenlayer te demande juste du capital et de la tolérance au risque, hein, tout simplement. Mm. Donc, en fait, si tu veux, on va dire, il y a deux choses que les airdrops vont demander, c'est soit du temps, soit de l'argent. Dans certains cas, c'est les deux. Mais généralement, ça va être plus l'un ou plus l'autre. Donc en fonction de ton capital, c'est à toi de regarder en fait bah, déjà ce que tu peux faire. Si tu as beaucoup de temps et pas beaucoup de capital, tu vas plutôt te diriger vers tout ce qui est testnet ou alors vers des choses qui sont un petit peu plus niches, qui sont pas trop connues. Je sais pas, par exemple Aptos, Sui, il y a pas mal d'airdrops là-dessus qui peuvent être intéressants. Sur Solana en ce moment, il y a Tensor, si t'as pas tant de fonds que ça. Tensor, tu peux le jouer avec 200 $. J'ai fait un test avec 200 $ sur Tensor. En 2 3 semaines, j'étais placé dans le top 10 000 sur environ 80 000 personnes, sans pour autant avoir cramé des dizaines et des dizaines de dollars. C'est pas déconnant. Après, faut pas avoir peur de brûler de l'argent. C'est un petit peu le concept, hein, c'est un investissement. Tu vas Ouais. brûler dans les frais de gaz, tu vas brûler dans les frais qui sont chargés par les projets.
Et c'est un petit peu le jeu, si tu veux. C'est un petit peu comme si tu investis dans une crypto. Bah, la crypto peut monter, peut descendre. Là, tu investis des frais dans un airdrop. L'airdrop peut tomber, l'airdrop peut ne pas tomber, ou l'airdrop peut totalement être nul. C'est totalement possible. Et moi, ma façon de l'aborder, c'est que je considère que peu importe ce que je fais, je vais rien avoir en retour, si tu veux. Je suis OK avec le fait de le faire. Je sais que d'un côté, tu vois, j'aurai un airdrop, mais j'ai pas d'attente. En tout cas, j'essaie d'avoir les attentes les plus faibles possibles. Comme ça, peu importe ce qui se passe, je suis pas déçu. Mais ce que tu peux obtenir comme rendement, c'est aussi totalement aléatoire, j'ai envie de te dire. Parce que tu peux t'optimiser, tu peux ne pas avoir de chance sur un coup. Parce que parfois, c'est vraiment juste de la chance, hein. Il y a plein de critères Mm. qu'on prévoit pas, il y a plein d'autres trucs qu'on peut pas être sûr. Et en fait, ton objectif, c'est un petit peu d'être sur le maximum de terrain possible. En tout cas, le maximum de terrains qui sont adaptés donc à ton temps et à ton capital, quoi. Après, le seul Ok. truc, c'est qu'effectivement, bah, quand tu commences, je sais pas, à avoir un wallet à 7 chiffres, là, effectivement, je pense que tu perds ton temps à chasser les airdrops. À moins que tu aies des stratégies vraiment spécifiques et que tu commences à utiliser des bots, etc. Mais sinon, effectivement, là, tu commences à perdre ton temps, je pense. Mais admettons quelqu'un qui a, allez, on va dire une dizaine d'heures par semaine, un petit portefeuille qui doit avoir 2 000 à 3 000 dollars. euh, il peut faire quelque chose d'intéressant. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel euh, il peut escompter faire peut-être 3 000 à 4 000 sur certains airdrops ou ce sera à chaque fois à coût de 100 à 150 dollars ou tu vois les 50 000 qui sont les 50 000 dollars par exemple qui sont mis en avant à chaque fois quand il y a un airdrop. Moi j'ai fait 5 chiffres, moi j'ai fait 4 chiffres, etc., etc. Est-ce que c'est des choses qui sont atteignables pour les petits wallets dessus, ou est-ce que dans tous les cas, il faut quand même du capital, il faut être capable d'aligner un certain nombre de transactions et sortir du volume? C'est aussi super compliqué comme question parce que tu vas pas du tout avoir la même chose en fonction des projets. Et puis, Ouais. t'as pas que des projets sur lesquels tu vas faire des swaps, par exemple, ou des bridges, il y a plein d'autres choses, des projets sur lesquels tu vas faire du stacking, des projets sur lesquels tu vas pouvoir, par exemple, acheter et revendre des NFT, typiquement Tensor, dont on en a parlé à l'instant. Il Mm. y a plein de choses assez différentes. Et là, bah, par contre, ça va dépendre de toi, de ton temps et de ce que tu as envie de faire, en fait. Si t'as de... si par exemple tu veux faire du trading, ben il y a plein d'airdrops pour les gens qui veulent faire du trading, qui veulent faire des perps. Notamment Hyperliquid qu'on a cité tout à l'heure, qui fonctionne très bien, même si aujourd'hui c'est relativement compliqué de se positionner dessus, parce qu'ils ont un certain nombre de points qui sont distribués par semaine. C'est toujours le même nombre de points. Mais par contre, D'accord. aujourd'hui, par rapport à l'époque, aujourd'hui, il y a 75 millions de TVL sur le projet, il y a 500 millions de trading, de volume en trading journalier. Alors effectivement, si tu veux choper des points dessus, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais c'est vraiment en fait en fonction de ce que tu préfères. Toi, je dirais que tu dois choisir à peu près. Et éviter de s'éparpiller parce que tu peux très vite te balader 5 minutes sur Twitter et trouver 50 airdrops dans lesquels tu as envie plus ou moins de participer sans pour autant vraiment savoir exactement ce que c'est. C'est vraiment de se définir, si tu commences en tout cas, de se dire, bah écoute, moi ce qui m'intéresse, ça va être déjà de commencer par les plus gros, ceux qui sont connus, et pas forcément d'aller chercher les tout petits à droite, à gauche, que tu verras mentionner deux, trois fois dessus. Et du coup, de définir peut-être un, deux, trois projets grand maximum si tu débutes, et de regarder ce qu'on peut faire sur ces projets. Aujourd'hui, je sais pas si tu me demandes trois projets. Je parlerai peut-être de ZK Sync, qui est Ouais. relativement intéressant, sur lequel on peut faire pas mal de choses, qui du coup est une layer 2. Personnellement, j'aime beaucoup Layer 0, mais Layer 0, effectivement, c'est un truc qui live depuis vraiment un paquet de temps. On sait que la snapshot est pas passée, Brian a confirmé, du coup, un des cofondateurs du projet, qui est très proche de la communauté, du coup. Par contre, ça m'étonnerait absolument pas qu'ils aient un critère d'avoir un certain nombre de mois uniques, et qu'à partir du moment là où ils ont commencé à teaser qu'ils allaient faire quelque chose avec la distribution pour les jetons, etc., si tu peux plus le choper à partir de ce moment-là. Ouais, Donc souvent le cas, hein. effectivement, il y a ce risque-là. De toute façon, ça il faut le savoir, à partir du moment là où tu farmes des airdrops, il n'y a absolument aucune garantie que tu vas recevoir quelque chose. Je vois Mitage dans le chat qui parle de scroll.
Je sais pas forcément si Ouais, on pourrait mettre ça pour des débutants, forcément, parce que c'est un petit peu. C'est plus compliqué, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Tu vas très vite t'ennuyer si tu vas sur Scroll et que t'as pas. Et que tu cherches à faire des choses différentes. En fait, il n'y a pas 50 trucs à faire sur Scroll. Pour ça, je parlais plutôt d'un ZK-Sync. Après, on a fait une grosse partie d'activité en 2023 pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Là, on était notamment sur ZK-Sync et Layer 0. Là, on était vraiment à fond sur les deux là. Et là, c'est vrai que depuis fin d'année dernière, ça commence à s'élargir et il commence à y avoir de plus en plus de choses. Mais ouais, si je peux donner un tip, c'est vraiment de pas s'éparpiller, à moins d'avoir vraiment fait le tour de tout ce que tu pouvais faire sur X ou Y. ouais. Mais sinon, c'est vraiment de cibler certaines choses et puis de rester focus là-dessus et de pas se faire distraire par les 50 trucs que tu peux voir sur Twitter, sur YouTube et à droite, à gauche, quoi. Et deux petites choses que je pourrais rajouter avec ce que tu as dit, c'est surtout intéressez-vous à l'écosystème. C'est-à-dire que si vous voulez fermer un airdrop, bah, regardez ce qui se fait. Enfin voilà, je pense que la meilleure façon de farmer un airdrop, c'est d'utiliser, de s'intéresser, de faire. Et c'est comme ça que vous allez en fait déjà un progresser vous-même et deux mettre le plus de chances de votre côté. Même si je pense qu'il y a des stratégies, qu'il y a des choses qui sont très spécifiques qui permettent d'optimiser. Mais déjà de base, s'intéresser, ça va aider. Et deuxième chose, c'est pensez pas que le faire une fois, ça suffit. C'est-à-dire que c'est de la répétitivité. Il faut continuer à le faire, il faut le faire régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, je pense que ça dépend de la stratégie que vous avez ou qu'il y a des stratégies qui sont, mais vraiment la régularité de l'utilisation, elle est essentielle. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai vu les personnes, enfin dans les critères utilisation pendant X mois d'affilée ou des choses comme ça, euh, c'est des choses qui se font réellement et donc en fait c'est pour remercier ceux qui utilisent tous les jours les utilisateurs classiques. Donc vous devez vous mettre dans les basques d'un mec qui utilise classiquement tel protocole ou telle chaîne, etc., etc., quoi. Ouais. Et quelqu'un qui me dit aussi sur le chat de penser les Galaxy, les Illy, etc., que tu peux voir à droite à gauche, qui recommencent à être un petit peu à la mode. C'est typiquement les petites quêtes que tu peux voir qui sont très souvent partagées sur Twitter, qui font référence du coup à faire des choses. C'est par exemple des swaps, c'est par exemple des bridges, etc., qui sont reliés à différents projets. Effectivement, ça revient un petit peu à la mode, ça, en ce moment. Bah, la gamification des airdrops, c'est quelque chose qui est, C'est quelque qui chose est quand qui est même vraiment extraordinaire, qui hein. commence à venir en ce moment. Plus que simplement les quêtes, mais avec des NFT que tu peux assembler, etc. Tu peux Ça expliquer un petit commence peu à plus ça? C'est venir. intéressant, je pense. D'ailleurs fait une vidéo assez récemment là-dessus. Bon, c'est un truc Bah, tu peux qu'on. m'envoyer le lien? Comme ça, Ouais, je lâche aussi dans le... ouais. Je t'envoie ça. Alors ça c'est. Hop, je t'envoie direct. Ça c'est un certain type d'airdrop qu'on commence à voir un petit peu plus en ce moment qu'on voyait pas avant. C'est des airdrops là où tu vas faire différentes quêtes. Et quand tu termines une quête, tu peux recevoir un NFT. Et ce NFT là, en fait, il y en a plusieurs, il y en a un pour différentes quêtes. Et en fonction des quêtes que tu vas faire, tu vas pouvoir les assembler. Je pense notamment à Pandraking de Polyedra. Ou alors plus récemment au NFT Master Quest de chez Chroma qu'on a fait. Et c'est une façon un petit peu plus ludique, si tu veux, de faire des quêtes. Et je pense que c'est un truc qui va commencer à se démocratiser un petit peu à droite, à gauche. Ouais, bah, de toute façon, la gamification, on la voit vachement avec, alors pour ceux qui ont vécu l'arc de la finance décentralisée de la DeFi en fin 2019, 2020 et vraiment 2021. Au début, la finance décentralisée, c'était dégueulasse. Je veux dire, enfin, c'était horrible à utiliser et on n'avait pas forcément de gros intérêt. Et après, on a eu un arc qui est arrivé avec le fait qu'on avait une forme de gamification sur les rewards qui étaient donnés. PancakeSwap est un très bon exemple dans lequel on gagne du cake. SushiSwap, dans lequel on est chef sushi. Il y avait cette image-là de transformer l'acte financier comme étant en fait une forme de jeu pseudo-addictif dans lequel on touchait des rewards et que ces rewards-là avec une valeur ou non, hein, somme toute, on rappelle que ce type de tokens-là sont des tokens qui ont pour but uniquement d'être dump, ou en tout cas ont très peu d'impact sur l'écosystème en lui-même. Mais du coup, on a cette forme de gamification. Et je pense que, en effet, sur les airdrops, il y a une forme de gamification qui arrive et qui va être de plus en plus poussée
parce que les airdrops sont des outils marketing et la gamification amplifie les outils marketing. Et je pense que vraiment, ça va être intéressant de voir, ne serait-ce que socialement, voir l'impact que ça va avoir sur les communautés, comment ça va être effectué. Et je sais pas, par exemple, toi, dans ta communauté, que ce soit sur le Discord, je sais que tu as un Discord qui est très actif, j'y suis justement. Comment vous abordez cette notion de gamification? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous aimez mettre en avant? C'est quelque chose dans lequel vous prenez au jeu? Ou est-ce que vous le farmez en disant, bon, bah, je le farme parce que je dois le farmer? Moi, j'ai un avis plutôt négatif sur ce qu'on commence à voir à l'heure actuelle. Ouais. Là où ça commence un petit peu à être un petit peu excessif, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi sur certains projets. T'as un exemple, par exemple? Notamment, je peux citer quasiment tous les projets qui du jour au lendemain se sont dit on va donner des points. Ouais, d'accord, ouais. Je peux citer tous les projets ouais, qui du jour au lendemain se sont dit ouais on va donner des points, on va attribuer si tu fais ça, t'as tant de points, des super points, tu vas pouvoir faire des trucs de fou avec nos points. Non, ils le disent pas, ils distribuent juste des points. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on vend en ce moment. Ouais, Vu que c'est un petit peu l'hype en ce moment, les airdrops, eh ben, en ce moment, il y a pas mal de projets qui sont décidés à distribuer des points. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup d'airdrops qui, quand ils avaient beaucoup de projets qui, quand ils avaient un modèle à points et qu'ils n'avaient pas de token, le petit combo qui va bien, eh ben, ils ont eu tendance à faire des airdrops. d'accord. Donc ça, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Parfois des projets là où tu te demandes, mais pourquoi ils sortent des modèles à points? Pourquoi? Parce que c'est vraiment des choses, je sais pas, par exemple un Rabbi, je comprends pas pourquoi ils ont sorti un modèle à points, tu vois, c'est pourquoi? Ouais, Probablement oui, parce qu'ils vont sortir un oui. token plus tard et qu'ils veulent récompenser les gens. Mais en fait, le problème, quand tu commences à sortir des modèles à points, en tout cas à mon sens, euh, c'est que tu vas désavantager une certaine catégorie de personnes. Les personnes qui n'ont pas les fonds pour jouer les modèles à points, elles sont désavantagées sur des modèles à points parce que très souvent, c'est des points qui vont être distribués en fonction des fonds que tu investis, des fonds que tu déplaces, des fonds que tu bridges, tout ce qui va se faire à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment les personnes qui vont être désavantagées avec cette nouvelle méta qu'on est en train de voir. Et ensuite, tu as tous les gens qui, un petit peu comme moi, cherchent des trucs qui sont niches. Et du jour au Ouais. lendemain, lancent un modèle à points. Et du coup, sont plus niches, tu vois, parce qu'ils sont un petit Hmm. peu sous les projecteurs, parce qu'ils ont lancé le modèle à points. Alors qu'avant, c'était. Avant, tu découvrais. Enfin, quand il y avait un airdrop, si tu veux, il n'y avait pas de pré-annonce avec des points. Si tu fais Ouais. tel truc, t'as tel point, etc. T'avais pas de hype. Il y avait Hmm. pas de ouais, oui, si, la hype, c'était au moment de l'airdrop, tu vois? Il y avait pas de Oui, mais oui, voilà, il y avait pas de ou alors il y avait en des amont. communautés qui étaient engagées sur le projet. Mais aujourd'hui, c'est une machine les airdrops, c'est vraiment, et je trouve ça un petit peu dommage, la direction que c'est en train de prendre. Il y a aussi, toute la notion là où en ce moment, il y a tu vois plus un airdrop dans lequel il y a pas de lien de référé. Je trouve ça Voilà ce que abusif. j'allais dire. Je trouve ça très clairement Ah, abusif, tu vois. Et parfois, il y en a plein là où j'aimerais bien partager, tu vois, sans forcément mettre des liens ou quoi, parce que ben, j'ai l'impression aussi un petit peu de sécher la commu, tu vois, en partageant les liens, mais en fait, t'en as certains, t'as même pas le choix. C'est-à-dire, si tu partages pas le lien, le bonhomme peut pas rejoindre le projet, tu vois. Je ouais. trouve que on tombe sur des choses vraiment abusives de ce côté-là. Pas tout le monde tombe dans cette catégorie-là. Mais il y en a beaucoup, et ceux qu'on voit notamment passer, qui tombent dans cette catégorie-là. Ça veut pas dire que tous ceux qui font des modèles à points seront nuls et seront inintéressants. Je pense pas, il y en aura très probablement certains qui seront un minimum intéressants. Mais je pense qu'on va tendre vers un modèle à points, c'est plus ou moins red flag, referral, c'est plus ou moins red flag, et c'est des trucs qu'on va avoir tendance à éviter. Ouais, à pas forcément faire. Mais tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple de Rabi, je pense que c'est un très bon exemple que tu as donné. Le système à points, clairement, en plus, eux, ils ont poussé à fond le référal dedans, et qui est basé par, le volume, enfin la taille de ton wallet, quand même, tu as une grosse partie qui vient de là, sur tes points et sur la multiplicité des wallets. Mais je trouve que tu vois, par exemple, Arabi, 100%, il l'utilise non même pas dans la notion de récompenser les gens. Je pense que c'est vraiment un outil marketing. Comme quoi, bah, ils ont vu qu'ils sont en train de prendre un peu les devants. Ils veulent cannibaliser une partie du volume parce que un wallet, pourquoi en fait on monte une société de wallet et quel est le business plan derrière?
c'est qu'on a en fait, c'est pas le fait de détenir les cryptos, ça leur rapporte rien à proprement parler. Ça va être les swaps qui sont récupérés dans les outils qui sont mis à disposition, comme par exemple le fait de faire un échange direct. Euh, je sais plus ce qu'ils ont d'autres comme autre petite chose, mais à chaque fois, dès qu'on a un petit produit à part qui est intégré dans le wallet, ils vont prendre un frais en fait dedans. Et plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'utilisateurs qui utilisent les fonctions natives du wallet, et donc plus ils touchent de frais. Et donc forcément, bah, le fait de se dire, bah, abandonne MetaMask, deviens Rabi, et partage Rabi de façon à ce que ça devienne la nouvelle norme, ça sous-entend que les volumes vont passer par Rabi, ils vont pas passer par ailleurs, et donc ils vont se gaver autour de ça. C'est même plus la notion d'airdrop, c'est juste la notion potentielle, bah, ça joue sur la grid, en fait, tout simplement. Sur la grid, on s'éloigne tellement de l'image qu'on avait au début de remerciement des personnes qui ont pris le temps, parce qu'au départ, c'était pas forcément payant, hein. Je veux dire, il y en a dans lequel tu avais des fossettes et tu payais pas. Enfin, tu payais rien, tu récupérais juste tes fossettes. Et du coup, tu faisais tes transactions, tu payais ton temps et tu étais rémunéré comme ça. Et c'était en fait te remercier du temps que tu as passé à tester ce qu'ils avaient développé et ça les avait aidés, etc. Et là, on sort tellement de ça ouais, comme tu dis, c'est entre le perturbant, le malsain et peut-être euh, un retour à un moment donné de la véritable, enfin, des véritables airdrops comme remerciement de l'utilisation de la communauté, des testnets pour valider la mise en production du produit, quoi. J'espère un jour qu'on retournera à ça, vraiment. Mais je pense que, enfin, si tu veux, ça tourne depuis un petit moment. Ça tourne, il y a tout le temps des changements, il y a tout le temps des nouvelles méta. C'est un truc qu'on voyait pas avant parce qu'avant, il y avait pas tant de projets que ça qui pouvaient potentiellement faire des airdrops. Aujourd'hui, ça se compte en centaines, vraiment des projets qui n'ont pas de token et qui pourraient potentiellement faire des airdrops. Mais je pense que c'est quelque chose qui va tourner et qu'on va de nouveau tendre à un moment, en tout cas, la méta, ce sera de nouveau les airdrops en sous-marin, là où les informations sont pas partagées. Et quand on verra de nouveau ça, ça va potentiellement tourner. Mais le problème, ouais, c'est qu'à l'heure actuelle, j'aime pas trop ce qui commence à se dessiner et je suis moins fan, en tout cas, des modèles qu'on voit, ouais, totalement. Mais du coup, tu les fermes quand même. Pas tous. Pas tous. Et comment tu fais ta sélection du coup? Ça, c'est assez compliqué. Ça, c'est assez C'est le secret du compliqué. mage, ça. Non, C'est c'est le très secret du mage. compliqué. Ça dépend de ton temps et ton capital, hein, c'est toujours la même chose. Ouais, Mais au bout d'un moment, si tu veux. Après, moi, j'ai une petite différence, si tu veux, avec la commu, c'est aussi que c'est mon taf de présenter des airdrops. ouais. Donc, effectivement, j'ai peut-être présenté des trucs que j'aurais pas fait autrement. C'est possible. Il y en a peut-être un ou l'autre. J'évite de faire ça quand je peux, mais quand on me demande 10 fois dans la journée, t'as fait la vidéo sur, tu sors la vidéo sur. Au bout d'un Ah moment, je me ouais. dis, bon, on va quand même faire la vidéo sur. C'est sûr que ça arrive. Mais j'essaye d'éviter de pas faire les choses que je montre, tu vois, c'est normal d'ailleurs. Ah oui, non, mais t'as raison, mais c'est pareil, hein, en analyse technique, systématiquement dans les commentaires, je vais avoir, bah tiens, tu peux traiter tel crypto, ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de... Et du coup, il y a des projets où t'as pas forcément envie d'en parler, parce que bon, voilà, mais tu te dis, bon, il y a quand même beaucoup de monde qui me demande, allez, on va donner son avis, un avis 100% subjectif, qui est pas forcément... voilà, mais bon, on parle de choses qu'on n'a pas forcément envie, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément un intérêt premier dessus, là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, au niveau de ta journée, d'ailleurs, c'est intéressant ça on va retirer la notion euh, de créateur de contenu, mais plus la notion de farmer d'airdrop, parce que du coup, si tu as commencé à faire du contenu autour de ça, c'est que tu aimes ça. Euh, Comment tu cales ta journée par rapport à ça? T'as genre une routine, du genre tu te dis tous les jours, alors aujourd'hui je fais mes transactions sur ça, aujourd'hui je fais mes transactions sur ça, ou c'est tout d'un bloc? Non, du tout, j'ai pas vraiment de routine, si on peut dire. J'ai par contre des dashboards, tu vois, là où je traque mes transactions, mes volumes, etc. Les informations importantes sur les plus gros airdrops. Pour les plus petits, ça va, en général, c'est des trucs que j'arrive à faire mentalement parce que c'est des petits trucs, tu vois, c'est pas très très important. Hmm. Mais pour les plus importants, ouais, j'ai des dashboards sur lesquels j'ai mes stats. Et je regarde les stats de temps en temps et je fais ah là il manque tac. Ça je veux faire. Faut que Ou j'y aille, ça quoi. fait longtemps que j'ai pas Hmm. fait de transaction. Sur telle wallet, il faut que je refasse des transactions. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Mais je travaille un petit peu plus à l'instinct que de façon vraiment
vraiment méthodique avec tel truc, je vais faire parce que je vais le faire tous les jours, toutes les semaines, à telle heure. Non, je bosse pas comme ça. Ok, non mais c'est intéressant. Non mais c'est intéressant. C'est vrai que dans le trading de base et dans l'investissement, on a plus tendance à avoir une routine parce qu'il y a beaucoup de data à traiter et que quand on passe sur 100, 150 graphiques, il faut avoir une forme de routine et de méthodologie parce que la motivation elle a tendance à partir. Et c'est la rigueur et la routine qui détermine qu'on est capable de tenir dans le long terme. Et c'est vrai que je me suis dit peut-être que dans les airdrops aussi, c'était le cas quand on a peut-être beaucoup de transactions à faire, etc. Donc, ok, non, c'est intéressant, c'est rigolo. Après, c'est une C'est question bien. d'habitude, j'ai envie de te dire. Hmm. Il y a Ah plein bah de gens, oui. ils vont faire deux transactions sur tel projet parce qu'ils ont vu une vidéo et puis ils vont s'arrêter là. Ouais. Mais Hmm. il y a certains projets, enfin, faut pas croire que c'est facile. C'est Faut vraiment pas croire que c'est facile de farmer les airdrops. C'est un truc qui se fait sur le long terme. Déjà, c'est plus un marathon qu'une course. Sauf si tu arrives vraiment au bout du bout du bout. Chose qui en général se prévoit pas forcément. Mais il y a certains projets sur lesquels, comme je disais tout à l'heure sur Layer 0, j'ai commencé en novembre 2022. Ça fait, je crois, j'ai 14 ou 15 mois uniques sur le réseau que j'utilise. Donc c'est pas des trucs Ouais. que j'ai débarqué hier, tu vois, j'ai fait deux transactions et je me suis dit je vais faire une vidéo. C'est vraiment, il y a certains trucs qui sont plus gros, il y a certains trucs qui sont massifs et qu'on utilise depuis un paquet de temps. Je pense à Zcasync aussi, pour lequel je dois pas être loin des 10 mois d'activité unique. Mais c'est un marathon. C'est pas un truc, tu te réveilles du jour au lendemain, tu fais une fois, comme on peut très souvent le voir sur Twitter, là où t'as un mec qui va te faire un thread, il te dit voilà, en 5 minutes, tu peux choper le prochain airdrop à la mode. Non, c'est quelque chose qui se professionnalise quand même un minimum. Et c'est quelque chose sur lequel tu dois être un minimum organisé, tu dois avoir tes réflexes de venir refaire de temps en temps des transactions, de te rappeler, ah tiens, il y a un mois j'ai déjà testé ça, est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouveautés? C'est énormément de veille d'informations. Parce que ben, tu suis Ouais. quand même, je sais pas combien de projets, j'ai pas la quantité complète. Mais sur le Discord, le nombre de salons, il faut que je fasse 3 clics, 3 tours de molette, tu vois, pour les faire défiler, pour voir un petit peu. Donc ça commence à faire beaucoup. Mais c'est vraiment un petit peu le débat en fait. À partir de quel moment ça fait trop, à partir de quel moment t'arrives plus à suivre. Et je pense que tout le monde a à peu près sa limite en termes de temps et en termes de capital. Pour savoir à peu près à quel moment, là, ce que je continue de faire, c'est plus très pertinent. Je commence à, en fait, à louper des deadlines, à pas faire mes transactions, je commence à plus avoir les fonds nécessaires pour continuer, Hmm. etc. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là que tu te dis, bon, peut-être 3, c'est ma limite. Peut-être 15, c'est ma Ouais. limite. Peut-être 40, c'est ma limite. Ça Dépend dépend de des chacun, gens quoi. et du Hmm. temps, associé, quoi. Et de ce qu'il veut faire aussi, parce que tout le monde vise pas forcément les mêmes tiers. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. Et puis après, c'est pareil. Après, j'aime bien ce que tu dis, viser les tiers. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne cherchent même pas à viser les tiers. C'est juste le fait de se dire que peut-être avoir l'airdrop tout court. Donc, Ouais, il n'y a il y pas a une aussi de ça, ouais, notion. ouais, bien sûr. Je pense notamment les personnes qui commencent, qui n'ont pas cette notion de Ouais. viser tel tiers, ou alors un tiers élevé par rapport à juste être éligible, quoi, ouais. Hmm. Tout aussi intéressant, c'est Euh, les tiers qui sont élevés, généralement, c'est pas, Bah c'est oui. pas les tiers, C'est pas les premiers. On est voilà. d'accord. Alors On est effectivement, ça d'accord. peut être sympa quand tu vois 3 centimes de frais de swap pour choper 100 $, mais c'est un truc qui va arriver une fois, tu vois, et je l'avais que sur un seul wallet, donc effectivement, j'ai chopé 100 $ pour 3 centimes de swap. Mais c'est un one-time event, tu vois, ça se reproduira pas, quoi. Ouais, 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 tu Le sais ROI a que l'air ça va être indécent, compliqué. mais quand tu dézoomes, Oui, c'est euh, combien de temps, combien d'autres combien transactions d'autres ratées choses, pour. voilà, Ouais. exactement. Il faut aussi prendre ça en compte, quoi. D'ailleurs, j'ai quelques questions pour toi dans mon chat. Ouais. Est-ce qu'on passe aux questions? Bah écoute, je pense qu'on est bon, ouais. Je pense qu'on a déjà bien discuté. Ouais. Euh, Alors, du coup, CryptoMage, du coup, tu vis seulement de la crypto ou tu as une activité métier principale à côté? Et ben, je fais des vidéos. Voilà, donc c'est son Hmm, activité principale. non, pour expliquer plus clairement, je suis encore relativement jeune, j'ai 24 ans, bientôt 25.
Et en fait, il y a quelques années, j'ai fait un deal avec mes parents et en fait, à la place de continuer mes études, j'étais en école d'ingénieur, en troisième ou quatrième année quand j'ai arrêté. Et j'ai fait un deal avec eux de pouvoir continuer en fait, donc de pouvoir continuer de vivre à la maison tout simplement, et de pouvoir continuer de faire des vidéos. Voilà. Ils ont accepté mon deal et pour le moment, j'ai encore quelques mois à vivre à la maison avant de devoir partir et du coup de faire ma vie ailleurs et de pouvoir donc construire L'envol. ça. Voilà, exactement. Et c'est un deal que j'avais Bon, fait bah, c'est avec bien. eux et donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, j'avais pas forcément besoin de générer de l'argent avec mes activités, ce qui est très pratique. Un petit peu comme plein de projets, du coup, qui n'ont pas forcément besoin de générer de l'argent à l'instant T. Mais après, t'as des deadlines, tu vois, que tu dois respecter, et donc tu dois quand même, au bout d'un moment, être rentable. Et donc là, j'arrive à peu près dans cette partie-là. Est-ce que je peux dire que je pourrais vivre des airdrops? Non, je pense pas, si ça c'était la question qui était sous-jacente. Je Peut-être pense que en pour vivre des airdrops, 2024, avec les gros ouais, trucs qui vont tomber, voilà, notamment des c'est ça. layers 0, etc. Peut-être, mais encore une fois, faut le voir sous la forme de... Tout à Ce fait. sont des événements, si tu veux. C'est pas un revenu que tu vas faire... c'est pas... Ouais, c'est pas un revenu que tu vas faire de façon récurrente, quoi. C'est un truc qui va tomber une fois. Je sais pas, par exemple, un layer 0, il y en aura qu'un, tu vois. Il y en aura pas... Il n'y en aura pas 50, il y aura peut-être Formol qui sera à peu près similaire, mais des gros airdrops, il n'y en a pas 50 qui tombent en permanence. Le dernier gros airdrop que je vais considérer, par exemple, c'est Arbitrum l'année dernière en mars. Hum, tout à fait, qui était énorme. Donc celui, c'est Ouais, d'accord. plus des événements que du revenu qui revient en permanence, quoi. De toute façon, après, c'est le gros problème, c'est les airdrops. Déjà, un, c'est le temps. Comme tu as dit, tu l'as dit plusieurs fois, c'est le marathon. Donc, tu ne sais jamais quand et tu dois continuer à faire. C'est un peu le même principe d'un business. Tu fais quelque chose, tu continues à le faire sans savoir si ça va marcher à la fin ou pas, quoi. C'est un petit peu C'est comme si tu faisais exactement un ça. marathon dans le désert et tu sais pas là où il est le prochain oasis. C'est ça. Ah non, ouais, c'est ça. À peu de Ouais, choses c'est près, c'est joliment un dit, peu quoi. ça le concept. Mais ouais, effectivement, il y a des risques là derrière, enfin, de cramer en frais. Je sais, j'ai vu pas mal de personnes qui sont cramées en frais, qui ont sous-estimé la quantité d'argent que ça pouvait demander, ou le temps, tout simplement. Par exemple, sur un layer 0, là où on est depuis 14 mois, effectivement, ça commence à faire un budget, et je pense que je dois être pas loin des 500 dollars investis juste sur un layer 0 et juste pour un seul wallet. Hmm. Oui, parce que du coup, pour répondre un peu à la question de est-ce qu'on peut vite d'airdrop, bah, tout dépend du capital que tu as à mettre, hein. C'est-à-dire que si tu es capable de produire 10, 15, 20 wallets euh, à 500 balles le wallet de frais, oui, je pense que quand il va sortir, il va être juteux. Mais est-ce que tu es capable de le faire sur l'ensemble de tous les airdrops? Bah, ça veut dire que tu as quand même pas mal de temps et pas mal de fonds à pouvoir le faire, quoi. Ah, il faut avoir du temps, hein, c'est sûr que c'est une activité qui demande du temps. Par contre, je trouve que c'est pas mal si tu veux, si t'as pas encore un bag, de pouvoir commencer à te positionner sur des trucs type des testnets ou des petits Galaxy, etc. Mm. Ça me paraît vraiment pas déconnant, tu vois, de commencer un petit peu la crypto et si t'as pas forcément les fonds, de commencer un petit peu avec les airdrops, ouais. Et même pour aller plus loin, si jamais vous cherchez des petits projets sympas dans lesquels vous voulez peut-être investir, dans lesquels vous dites, bah tiens, je cherche une pépite ou un truc comme ça, euh, allez regarder dans les testnets les projets qui sont en train de se construire dessus. C'est intéressant parce que des fois, ils vont, même pas des fois, c'est 90% du temps, ils vont lancer leur token avant le token de la mainnet, ce qui était le cas pour Arbitrum et tout ce qui tourne autour d'Arbitrum. Donc ça veut dire que vous êtes déjà positionné dessus. Et oui, bah, si en plus vous farmez un airdrop, bah, c'est impeccable. Mais ça veut dire que déjà vous savez à l'utilisation, est-ce que le protocole il est naze ou pas? Enfin, je veux dire, il y a des trucs, en cliquant sur, en utilisant le protocole, vous savez, enfin, c'est pas ergonomique, vous avez envie de. Enfin, c'est vraiment très très compliqué à utiliser et vous dites, enfin, personne va l'utiliser. Bon, bah, il y a de grandes chances que personne va l'utiliser, hein. À un moment donné, le fait de faire ça, c'est aussi vous instruire sur ce qui se passe, comprendre la tech et comprendre les protocoles qui se font autour, et peut-être même rechercher des cryptos sympas qui arriveront et vous allez être déjà dessus en fait. C'est même sans parler d'airdrop, vous serez déjà dessus parce que vous savez que ce protocole-là, bah, il va avoir euh, une crypto qui va arriver, vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois, donc vous savez que il est intéressant, donc potentiellement il va y avoir des personnes qui vont se lancer dessus. C'est le meilleur moyen pour moi, je trouve, de découvrir la blockchain, c'est de tester les protocoles un peu comme ça. Alors oui, des fois ça fait un peu mal, parce que
ça fait mal, que ce soit à votre ergonomie, au plaisir d'utilisation, ça, c'est pas extraordinaire sur certains, mais vous voyez du coup ce qui dénote, ce qui ressort du lot. Et c'est là où vous pouvez faire des belles petites choses. Et ce qui était le cas notamment de Pundle, Pundle qui était vraiment un protocole très très simple à utiliser, très agréable à utiliser, avec quelque chose qui était en dehors de tout ce qui se faisait actuellement. Bah forcément, ça a éclaté, c'est logique. Mais ouais, ouais. C'est assez intéressant. Après, faut pas avoir peur de mettre les mains dans des testnets, etc. Après, c'est un petit peu l'avantage des testnets, si tu veux, c'est que si tu fais des testnets, bah tu risques rien, quoi. Tu n'as pas de Tout à capital à fait. mettre. Et tu peux tester des choses. Voilà, c'est le petit passage sur les testnets. Mais c'est Non, pas mais forcément testnet, les airdrops les plus intéressants. Faut pas s'attendre à des sommes folles si tu fais des testnets parce que par définition, ben, ça coûte rien de participer à part un petit peu de temps. oui, tout à fait. Après, ça dépend encore de la team, ça dépend de plein de trucs, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Puis si vous êtes sur un testnet qui passe en live après derrière, et que vous avez vu un petit peu les protocoles qui tournaient dessus, et que vous avez vu qu'ils n'ont pas de token, bah, voilà, vous savez déjà, en fait, vous avez une genre d'insight sur ce qui se passe, hein. Encore une fois, n'oubliez pas, l'information, c'est la clé. C'est-à-dire, plus vous avez d'informations, plus vous avez de connaissances, plus vous êtes capable de pouvoir prendre les décisions éclairées et savoir ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, hein. Hmm. Ouais, Du coup, est-ce que vous effectivement, avez c'est des ça. questions? Dites-nous tout, parce que si vous n'avez pas de questions, nous allons peut-être arrêter. Vous savez quoi? On arrive aux 10h47. 2 heures quand même, hein. Eh ben oui, ce qu'on se disait, on avait dit 1h30, oui, bon, après. Écoute, on n'est pas à 10, 20 minutes près. Non, tout à fait. Moi, j'ai pas de questions de mon côté. Ben écoute, moi j'ai eu pas spécialement de questions non plus. Bah, super. Bon, ça veut dire qu'on a été limpide, bien évidemment, sur tout ce qu'on a dit. Je ne doute pas Au que maximum en c'est la tout seule cas. raison. Hein, voilà. Bah, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce live avec toi, euh, de faire connaître un petit peu le métier de farmer d'airdrop et ce qui se passe derrière et l'insight que vous avez, parce que je trouve que c'est, encore une fois, déjà beaucoup, beaucoup de recherche. En crypto, la recherche, c'est l'information et la formation. Et encore une fois, enfin, c'est le cœur même des décisions intelligentes. Donc voilà, c'était avec plaisir. Et puis, j'espère que vous avez vous aussi apprécié, en tout cas, cette rencontre et ce type de live, parce que c'est vrai que c'est en plus une première, hein, vraiment, là-dessus. Moi, c'est le premier live que je fais avec quelqu'un. Et premier live qu'on fait en plus, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de lives qui se font comme ça sur deux chaînes séparées en même temps dessus. Mais on a relevé le défi, je pense. Écoute, je pense qu'on a plus ou moins réussi. Bon, ah, c'est En tout cool. cas, il n'y a pas l'air d'avoir eu de soucis, donc tout va bien. Bon, on est content. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve demain pour la quotidienne. Donc 7 heures pour le retour sur l'actualité. Et ben, cher Mage, je te dis bah, à très vite. Et ben écoute, on se dit ça. Allez, ciao. À plus tout le monde. Ciao, à plus.